Câble. Donc, bonsoir à tous. Merci beaucoup de prendre du temps pour passer une petite soirée avec nous pour parler des municipales 2026 et de la question des droits de la nature au cœur des prochains et des futurs programmes des candidates et candidats, mais on espère aussi des futurs élus. Donc, ce soir, je suis avec Gaëlle Defin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, je suis Marine Calmé, je suis juriste de formation et directrice de l'ONG Wild Legal. Donc, Gaël Defin, bonsoir à toutes et à tous. Je suis juriste aussi et chargé de projets juridiques sur l'expérimentation et de plaidoyer donc au sein de l'association. Donc, ce soir, on va commencer par une petite introduction à la question des droits de la nature en particulier, donc à l'échelle des communes. Pour que tout le monde ait un petit peu en tête les fondamentaux. Le mouvement des droits de la nature, c'est donc un mouvement international qui est présent sur l'ensemble des continents aujourd'hui et dont le but, eh bien, c'est de faire reconnaître la nature avec un statut juridique propre et des droits fondamentaux. Et il se trouve qu'il y a énormément de déclinaisons possibles de cette reconnaissance des droits de la nature. En Équateur, eh bien, ça a pris des formes à l'échelle constitutionnelle, puisqu'en 2008, vraiment, l'Équateur est devenu le pays pionnier du mouvement des droits de la nature en reconnaissant les droits de la nature dans sa constitution à l'article 71. Mais cela a aussi eu des déclinaisons à l'échelle de communes, et notamment à l'échelle du territoire de Los Cedros, qui est une forêt tropicale humide, où justement 2 permis miniers ont été attribués par l'État. Et face à cette menace minière de destruction de la forêt, eh bien, les collectivités, les citoyens, les scientifiques ont demandé aux tribunaux locaux d'abord l'annulation de ces permis. Ils ont perdu en première instance. Ils sont allés en appel et c'est monté jusque devant la Cour constitutionnelle où là, eh bien, le juge leur a donné raison. Et ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que ça montre aussi toute l'importance des droits de la nature à l'échelle d'un territoire comme une commune, puisque la suite est que le juge a imposé à l'État d'organiser en concertation avec les communes locales, les habitants, les scientifiques et tous les acteurs du territoire l'organisation d'un grand débat de planification territoriale, pour faire en sorte que, eh bien, de manière collégiale, tous les acteurs soient impliqués dans la réécriture du plan de protection de la forêt pour faire en sorte que, eh bien, non seulement ce type de projet ne se produise plus, mais qu'en plus, à l'avenir, eh bien, les citoyens soient vraiment impliqués dans l'écriture de ce qu'ils veulent voir advenir comme projet de territoire pour leur commune. Donc c'est intéressant parce que les droits de la nature ont à la fois une dimension judiciaire, mais aussi une dimension démocratique à l'échelle du territoire, et ça a été vraiment une grande victoire. Il y a eu d'autres décisions en Équateur, notamment l'été dernier sur le Machangara, qui est une rivière qui coule par la capitale de Quito, et face en fait aux absences d'action de la commune, donc de la ville de Quito, de mettre en œuvre tout ce qui était en son pouvoir pour assainir l'eau, eh bien, cet écosystème aquatique était littéralement en train de mourir. Et les habitants, les collectifs de quartier, les associations locales ont saisi le juge de la ville de Quito. Et le juge leur a donné raison. Il a reconnu la violation des droits du fleuve et la violation des droits des populations locales et a imposé à la ville de Quito de mettre tout en œuvre eh bien, pour restaurer une eau enfin une eau en bonne santé dans ce cours d'eau, donc le Machangara. On a un autre exemple passionnant au Costa Rica, où la ville de Curridabat eh bien, a reconnu la citoyenneté d'honneur de tous les êtres vivants qui peuplent la ville, et notamment des pollinisateurs. Et ça a été une démarche qui a allié évidemment à la fois un engagement fort d'un point de vue politique, puisque la ville n'avait pas la possibilité juridiquement de reconnaître les droits de ces autres vivants, mais a pris une autre démarche, cet engagement politique en reconnaissant la citoyenneté d'honneur de ces autres vivants et en adaptant en fait la politique d'urbanisme pour penser à chaque fois dans le développement de la ville les droits des humains et des autres humains, que ce soit sur le logement, le déplacement, l'accès à la nourriture. Et en fait, ça a pris une toute autre dimension très pédagogique aussi qui inclut à la fois les enfants et toutes les générations dans l'élaboration de la ville de demain pour les humains et les autres humains. Ça a également inspiré énormément d'autres villes et notamment en France, la Seine. Et la ville de Paris, qui déjà en 2016, inspirée par cet exemple-là, avait reconnu la citoyenneté d'honneur de la biodiversité.
Et puis, dernier exemple, plus près de chez nous, en Europe, les droits de la nature ont été introduits par le biais d'une initiative qui est partie d'une commune, enfin ou plutôt de plusieurs communes autour de cette lagune, la Mare Ménor, et où les citoyens, eh bien, choqués par l'état de dégradation de cet écosystème aquatique, ont utilisé ce qu'on appelle l'initiative législative populaire pour faire reconnaître les droits de cet écosystème lagunaire. C'est le premier écosystème en Europe à être devenu comme ça un sujet de droit à part entière. Et désormais, les habitants de la lagune siègent dans un organe de tutelle, dans un conseil de gardiens pour représenter cet écosystème et faire valoir ses droits dans les politiques locales, notamment dans celles qui touche à la santé de cet écosystème et à la lutte contre les pollutions d'origine agricole. Et donc, on voit de cette manière-là comment, en tant que citoyennes et citoyens, aussi en tant que commune, on peut porter les droits de la nature à l'échelle locale, soit à l'échelle d'une ville, soit à l'échelle d'un ensemble de villes, pour justement faire avancer la protection des droits et la défense des droits de la nature à l'échelle de ces territoires-là. Donc ça, c'était un peu pour l'exemple international. Et donc ensuite, on voulait vous présenter, nous, ce qu'on fait en France. Oui, alors effectivement, donc Wild Legal est une association qui a été créée en 2019 et on mène en fin de compte depuis 2022 donc un programme d'expérimentation au niveau des territoires, donc au niveau local, pour accompagner différents acteurs et actrices locaux dans la reconnaissance des droits de la nature, pour monter un plaidoyer au niveau local. On a on a développé ça en trois axes principaux. Alors, travailler d'un point de vue pédagogique sur la sensibilisation pour effectivement former, sensibiliser le maximum de personnes aux droits de la nature, pour ensuite amener deux parties plus, euh, plus profondes que sont la gouvernance, donc travailler sur la gouvernance et donc sur comment on peut donner la voix aux autres qu'humains, au reste du vivant dans les processus de discussion. Donc on l'a fait par l'intermédiaire de collectifs, comme sur Bordeaux, Maxime nous en parlera, mais avec le collectif des gardiens et des gardiens de Garonne, mais aussi au niveau de la Seine, avec le collectif des gardiens et des gardiens de la Seine. Séverine vous en parlera aussi. Et c'est quelque chose qu'on milite à travers ces collectifs, donc des mouvements plutôt citoyens qui mêlent aussi des élus et différents collectifs, associations, mais aussi avec des aires protégées, dont les réserves naturelles de France, le réseau RNF, avec qui on développe aussi cet aspect sensibilisation, mais aussi cet aspect gouvernance par l'intermédiaire des comités consultatifs. On va essayer de voir, en s'inspirant de démarches qui ont été faites par le Parlement des vivants, par exemple, de l'agence Vraiment avec la Bande des territoires, pour développer ce processus et comment, en fin de compte, on intègre les intérêts des autres humains dans les processus de discussion. Et la dernière partie, donc ça va être la partie qui va nous intéresser le plus, hein, la partie juridique, sur effectivement comment on reconnaît concrètement des droits à nature. Alors ça va être fait, ça va vous être présenté par différents acteurs ici. Donc une démarche plutôt symbolique par l'intermédiaire de chartes, de motions, de vœux. Tu as cité la ville de Paris qui a aussi reconnu des droits à la Seine, à l'océan, la ville de Tours qui a reconnu des droits, qui a reconnu la citoyenneté d'honneur, pardon, au fleuve Loire. Donc on voit qu'il y a toute cette partie symbolique, mais il y a aussi une partie plus contraignante qu'on essaye de développer par l'intermédiaire de la planification territoriale et des documents d'urbanisme. Maxime nous en parlera, mais tout le travail qu'on a pu faire sur le SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise et effectivement travailler aussi au sein des aires protégées, que ce soit les parcs naturels ou que ce soit les réserves, sur les plans de gestion et essayer d'intégrer donc les principes directeurs des droits de la nature. Donc voilà un peu tout ce qu'on essaye de faire au niveau local. On a aujourd'hui à peu près une trentaine de sites d'expérimentation, donc en comptant des aires protégées, des collectifs, des associations, des collectivités, bien sûr. Et c'est bien évidemment le sujet au vu de ces municipales, mais aussi des entreprises. Le but est véritablement de voir ça dans une approche globale en réunissant tous les acteurs de façon large et de voir ça aussi de manière transfrontalière. Effectivement, quand on se repose sur un milieu naturel, il est intéressant de le voir de ses sources, par exemple si on prend le cas d'un fleuve, à son estuaire. Donc c'est intéressant aussi d'avoir cette approche. Donc voilà un peu pour la partie expérimentation. On va tout de suite passer eh bien, à nos différents intervenants et intervenantes qui vont venir donc vous présenter leur retour d'expérience donc à leur niveau pour intégrer les droits de la nature à leur échelle au niveau local. Euh, eh bien, on commence par Je sais pas, Maxime? Maxime, Oui. effectivement, tu nous as dit que tu pouvais partir. Donc, je t'en prie.
Oui, bonjour à tout le monde. Donc, du coup, je m'appelle Maxime Guéquer, je suis élu à la ville de Bordeaux, délégué à la gestion du cycle de l'eau et conseiller métropolitain impliqué, on va dire, dans le millefeuille institutionnel sur la thématique de l'eau. Donc, du coup, le sujet de la gestion des eaux, des milieux aquatiques et de la prévention inondation, la GEMAPI, les schémas d'aménagement de gestion de l'eau avec les commissions locales de l'eau. Et donc, du coup, depuis 2021, on m'implique sur ce sujet de reconnaître des droits au fleuve Garonne. Et donc, en 2025, vous voyez la photo de droite, on a déclaré officiellement sur le pont Simone Veil une déclaration citoyenne. Et quelques heures plus tard, on était toujours au bord du fleuve Garonne et avec le maire Pierre Hermic, on a signé cette déclaration avec d'autres élus. Et quelques mois suivants, au mois de septembre, avec les sénateurs, enfin la sénatrice de Gironde et d'autres députés, on a également signé cette déclaration pendant le festival Climax à Bordeaux. Et ensuite, pendant tout le long de la révision du schéma de cohérence territoriale de l'aire métropolitaine, on s'est impliqué avec Way Legal pour intégrer les droits de la nature dans ce document qui est vraiment très anthropocentré. Et du coup, aujourd'hui, je dirais qu'il est éco-centré. On a supprimé toutes les tournures de phrases où on devait exploiter la nature, nous, les êtres humains, mais du coup, comment on peut intégrer les droits de la nature dans ce type de document d'urbanisme. Le fameux D2O, pour ceux qui connaissent, c'est le document d'orientation et d'objectif, qui est le document réglementaire de la rédaction de tous les plans locaux d'urbanisme des territoires de l'ère métropolitaine. Et donc, du coup, on a signé la semaine dernière, ouais, ou cette semaine, je sais plus, ça a des semaines, pas tellement vite, euh, le, ce document-là à l'unanimité, c'est 50% de ruraux, 50% d'urbains au sein de ce comité qu'on appelle le CISDO. Et ensuite, une répartition 33% d'écolos, 33% de socialistes et 33% de droite. Et donc, on a quand même réussi à trouver le point d'équilibre pour pouvoir signer ce document à l'unanimité. Donc, du coup, il n'est pas encore, on aurait toujours pu l'améliorer, mais pour autant, on a quand même réussi à intégrer in dubio pro natura. Alors, Marine pourra vous expliquer plus en détail ce que ça veut dire, mais du coup, c'est en cas de doute, on privilégie la nature. Et donc, du coup, je trouve ça quand même assez important de pouvoir s'impliquer dans ce type de document pour pouvoir apporter des droits de la nature dans le monde de l'urbanisme et du coup, derrière, qui en découle nos fleuves et nos rivières. Et donc, du coup, comment aller plus loin, je pense que ça va être développé tout à l'heure et du coup, il y a des idées que je trouve intéressantes et notamment de créer, après les élections, un délégué en charge des droits de la nature au sein des conseils municipaux. Je pense que c'est une action qui peut être vraiment majeure pour le prochain mandat pour pouvoir aller toujours plus loin sur ce sujet. Et puis après, il y aurait plein d'autres idées, mais je pense que je vais laisser la parole à mes collègues. Du coup, merci beaucoup. Du coup, je vais avoir une contrainte, je vais éteindre ma caméra et je vais essayer de vous écouter, mais j'ai deux autres réunions en même temps qui vont s'enchaîner. Donc, s'il y a Max, des questions, Marine, je t'avais donné mon numéro de téléphone ou mon contact, avec grand plaisir de pouvoir échanger avec eux. avec plaisir. Est-ce que tu as une minute pour nous dire un petit peu ce que tu espères justement des droits de la nature sur le prochain mandat ou plutôt et comment tu vois les choses évoluer à Bordeaux sur ces sujets-là pour donner ta position plus en tant qu'élu et à la fois comment tu ressens le sujet localement et comment tu te projettes en tant que j'espère aussi prochaine enfin élu prochainement sur la nouvelle mandature. Là, du coup, sur le prochain mandat, je pense qu'on a un vrai levier, parce que on parlait tout à l'heure du schéma de cohérence territoriale, le fameux SCOT. Mais du coup, ce SCOT, ça doit s'appliquer les documents qui y a au-dessus, notamment les schémas d'aménagement de gestion de l'eau. Et sur le territoire, on a
trois schémas d'aménagement et de gestion de l'eau en révision. Et donc, du coup, sur le prochain mandat, on va pouvoir inscrire pour pouvoir appliquer dans tous les SCOT sur le territoire de Garonne euh, ces actions-là en faveur de la protection de l'environnement. Et après, plus localement, Bordeaux est soumis à l'océan par la montée et le va-et-vient des marées. Et donc, du coup, de pouvoir s'impliquer pour pouvoir améliorer ce qu'on appelle le bouchon vaseux au moment des plus basses eaux en plein été, qu'on appelle l'étiage. Du coup, on a un bouchon vaseux qui se balade et donc du coup, comment convaincre nos voisins à l'amont sur le territoire qu'il faut quand même continuer à nous envoyer de l'eau pour pouvoir évacuer ce bouchon vaseux qui fait vraiment un bouchon qui empêche le vivant de se déplacer parce que là, il y a presque plus d'oxygène à ce moment-là. Donc du coup, les poissons, comment peuvent-ils vivre sans oxygène? C'est un vrai défi pour les années à venir. Et après, ce que je dirais, c'est que c'est important de se battre contre les projets euh, de type ferme de saumon au nord du Médoc, contre la ferme usine de fabrication de nickel, contre le surf park. Et je salue les représentants du collectif contre ce surf park à côté de Bordeaux, qui sont présents avec Rémi Petit. Comment on arrive à dire aux citoyens, on se bat pas contre ce projet, on se bat pour un projet. Et du coup, comment préserver l'eau gourde, en l'occurrence sur le surf park, c'est un vrai levier, je pense, de pouvoir intégrer les conseils municipaux et dire que le vivant a le droit à une parole et en mettant en lien les citoyens et donc du coup comment créer une convention citoyenne sur les droits de la nature au sein de Bordeaux en tant qu'élu, c'est beaucoup plus simple que en tant que citoyen pour pouvoir porter ce genre de sujet en fait. Super, merci Maxime. Oui, D'ailleurs, il y avait eu une convention citoyenne en Haute-Garonne, des citoyens qui s'étaient prononcés à la demande du département hein, sur des mesures à mettre en place sur les droits de la nature et qui avaient spécifiquement mentionné donc la reconnaissance des droits de Garonne comme un des leviers qui leur semblait urgent à mettre en œuvre. Donc, il y a eu aussi au sein du collectif pour les droits de Garonne, après cette convention, des nouvelles personnes qui sont arrivées à nos côtés. Et qui ont créé un collectif sur Oui, Bordeaux pour continuer la lutte sur tout le fleuve. ouais, exactement. Non, sur Toulouse. Sur Toulouse, mais donc Toulouse qui... et, Toulouse, ouais. et Il y a Toulouse. Toulouse et Bordeaux en fait. Ouais, Exactement. Et du exact. coup, si vous voulez nous rejoindre, il y a des personnes qui vivent autour de ce fleuve Garonne. On a un canal de diffusion sur WhatsApp et du coup, je suis sûr que Gaël il va vous mettre le lien Bonne idée. dans Oui, le chat à un moment donné. Je vous Merci, remercie. Maxime. super. Merci Merci beaucoup. Maxime. Christine est avec nous. Ah Christine, oui, juste. désolée hein, pour Non, non. ces apparitions en pointillé, mais voilà, j'ai pas trop le choix. Un dernier conseil municipal, c'est très émouvant. J'espère qu'il y en aura un autre en 2026 pour poursuivre le travail. Et là, il y a le bilan des élus écologie dans une salle, donc je sors et je rentre. Alors, d'abord, Marine, merci beaucoup parce que tout le travail que tu as pu faire sur ce sujet, tu nous as accompagnés à l'UICN sur la motion droit de la nature. Et si je fais le bilan de ce que nous, on a pu faire en arrivant dans une ville où c'était absolument pas le sujet prioritaire, la nature, l'environnement, la transition écologique. Bien sûr, on est parti de très, très, très loin, notamment au niveau des services. Et ça fait partie d'ailleurs des points que tu proposes, hein, former les agents, etc. Et nous, en plus, on a une difficulté, c'est qu'en fait, tous les vrais leviers sont souvent partagés avec la métropole et nous ne sommes pas de la même couleur politique, ce qui rend les choses un peu compliquées. Alors, ce qu'on a pu faire rapidement, c'est quand même faire quelques modifications au PLU qui n'était vraiment pas à la hauteur des enjeux climatiques, hein, faut se le dire. On a fait deux modifications où on a pu, à la marge, préserver des coulées vertes. On a quand même un problème d'impératif. Le préfet a failli nous mettre sous tutelle parce qu'on ne construisait pas assez de logements. Donc, on nous avait sorti des zones à urbaniser dans tous les coins et évidemment sur le vert. Hein. C'est tellement plus facile que de réhabiliter de l'habitat indigne. Mais bon, on a pu résister à tout cela. Et en fait, si je dois parler de ce qu'on a pu faire et en fait, ce que tu proposes là pour les municipales, ça me permet de cranter.
Donc, en arrivant, j'ai trouvé, mais par un pur hasard, 300 friches urbaines naturelles, parce que quand on parle friche, on pense pollution, évidemment, friche industrielle. On a trouvé 300 friches, à peu près 180 hectares, coincés entre le massif de l'Étoile et le massif des Calanques, qui avaient été préservés du béton par un pur hasard. Ils étaient en attendant que quelqu'un les vende à des promoteurs. Donc, on a pu sanctuariser, évidemment, pour l'instant, dans le cadre de ce mandat, certains avec des protections au PLU plus ou moins efficaces, hein, mais la meilleure des protections, ce sont les citoyens. Et ce que nous avons fait, c'est qu'en fait, nous avons donné des conventions à des associations qui ont fait des inventaires, faune, flore, et de la participation citoyenne pour expliquer quelle était la richesse. Et on a trouvé des joyaux dans la ville la plus chaude, la plus urbanisée, la plus bétonnée de France. On a trouvé des pépites et même des espèces rares. Donc, on a confié à des associations, des fois qui se sont mis en coopérative et qui travaillent avec les comités d'intérêt de quartier, qui travaillent avec les écoles. On va créer des aires éducatives terrestres, ça aussi, ça aide à protéger. Et en fait, pour faire la connexion à ce que tu proposes, de créer quelque part des lanceurs d'alerte, parce qu'une fois que nous, écologistes, si nous ne sommes plus là en 2026, et je touche du bois derrière moi un volet, bah, évidemment, ceux qui seront là pour protéger, ce seront bien évidemment les Marseillais et les Marseillaises qui s'approprient, qui sont très, très attachés à ces espaces, qui sont toujours entre des écoles, des habitats collectifs, etc., et qui sont assez protégés, qui sont beaucoup moins en danger que le parc des Calanques qui est surfréquenté, etc. Et évidemment que tes propositions, je vais les proposer dans notre projet pour passer, on va dire, à l'étape au-dessus en termes de protection. Alors évidemment, nous, on a des fleuves, mais dans un état catastrophique. Et ces fleuves, ils étaient cachés parce qu'ils servaient soit d'émissaires pour rincer le grand émissaire des égouts, soit ils étaient tellement pollués à la source par des usines dans une commune voisine que, en fait, c'est là où ma grand-mère, elle avait son linge en je ne sais pas quelle année, évidemment, c'est devenu un égout. Mais au fur et à mesure, avec la GEMAPI, on détourne un peu la GEMAPI, le risque inondation, pour renaturer ces fleuves. Et l'idée, ça serait effectivement d'avoir, mais pour l'instant, il faut d'abord renaturer, redonner un droit à un de ces fleuves, hein, parce que les deux, on n'arrivera pas. Ça peut être un objectif et c'est assez fédérateur parce qu'on a vu que lorsqu'ils ont redécouvert leurs fleuves, des berges, etc., la nature, elle revient à une allure, c'est spectaculaire. Ça, je pense que ça va vraiment plaire. Et étape, pareil, une brique supplémentaire, on a créé une assemblée citoyenne du futur. On a tiré au sort 111 citoyens qui travaillent sur des sujets qu'ils ont choisis eux. Et ça pourrait être une assemblée citoyenne spéciale droit de la nature. C'est un peu ce que tu proposes dans ce programme. Donc, s'il n'y a pas de droit d'auteur, eh bien, je propose qu'on le mette dans notre programme pour 2026. Quelque part, on a accompagné ces citoyens et c'est incroyable comme les citoyens sont super prêts à venir, à comprendre, à faire des balades. Pourquoi il y a un arbre mort? Pourquoi c'est là? Parce que c'est un hôtel à insectes. Pourquoi on ne tombe pas tout de suite? Parce qu'il faut laisser la ponte. On met des moutons parce que c'est mieux de tondre avec des moutons, etc. Et en fait, on s'aperçoit que c'est incroyable à quel point les citoyens se sont appropriés tous ces sujets. Et donc, ben voilà, je pense que c'est l'étape d'après. Il faut, tu sais, je reprends toujours ce qui était dit au Congrès mondial de la nature. En fait, on protège ce que l'on aime et l'on aime ce que l'on connaît. Donc, si on donne des droits et qu'on les fait connaître, qu'on fait de l'éducation, et bien évidemment, je n'oublie pas ce que tu as mis aussi. Ça a été un combat quand on est arrivé, des agents absolument pas sensibilisés, mais ce n'était pas leur faute, hein, c'est qu'ils avaient été laissés dans cet état-là pendant 25 ans. Et ça aussi, c'était le premier combat qu'on devait mener en interne, dans la ville, sensibiliser, faire en sorte que les agents comprennent à quel point. Moi, j'ai fait une galette des rois la première année, je revenais à la COP biodiversité et je leur ai dit, mais vous êtes le service le plus important parce que c'est grâce à vous qu'on va lutter le plus efficacement contre le dérèglement climatique. Voilà, voilà ce Merci. que je voulais vous dire. Waouh, merci beaucoup Christine, ça donne vraiment beaucoup d'énergie, ça donne envie de continuer à pousser
et à vous encourager à avancer dans cette voie-là aussi, parce que c'est vrai que maintenant, il y a l'UICN, donc l'Union internationale de conservation de la nature, qui soutient les expérimentations à l'échelle territoriale. Vous avez énormément contribué à ça aussi avec les réseaux des villes. Et donc, c'est très, très important que les signaux qui sont envoyés en ce moment, eh bien, ils soient vraiment pas, on relâche pas la pression dans les territoires. Donc, un énorme merci et bon courage pour ce conseil municipal. Il est fini et là, je retourne voir les collègues pour répondre aux questions sur les bilans des élus. Eh bien, bravo. Voilà. Félicitations. Merci à tous. À très Et on bientôt. échangera d'ailleurs parce que les bonnes idées sont toujours. Moi, j'ai passé 6 ans à faire du benchmark avec tous mes collègues dans les autres villes. Et donc, là aussi, pour le programme, c'est intéressant aussi à prendre les bonnes idées, ton document, évidemment, voilà, le présenter. Et après, il faudra qu'on voit avec ton asso comment peut-être après, dans un futur mandat, comment on peut travailler davantage sur ces sujets. Bah, merci. Merci beaucoup, Christine. Merci à tous. Bonne soirée et à très bientôt. À très bientôt. Au On va, revoir. on va donner la parole du coup à Séverine et à Sophie, qui sont sur une île, mais pas une île en mer, une île en région parisienne. Et oui, il y a aussi des îles dans la région parisienne. Séverine, Sophie, qui veut commencer à prendre la parole? Eh bien, c'est moi qui commence, Génial. si ça vous va. Mhm. Voilà, donc ça sera une intervention à deux voix. Ensuite, moi, je vais un peu introduire, présenter. Sophie va poursuivre un peu plutôt sur les sujets verts. Et moi, je reviendrai pour parler peut-être effectivement un petit peu plus de l'île du fleuve, donc des sujets plutôt bleus. Voilà, donc on peut dire que, enfin, à l'ISANI, on n'est pas une liste écologiste, mais c'est il y a une tradition, une histoire politique locale assez longue qui développe et qui affirme une écologie populaire, et même souvent citée en exemple. Et en plus, notre ville, elle bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle. Comme tu l'as dit, Marine, on est quasiment la seule île fluviale de France, en tout cas la seule ville fluviale urbaine de France. Euh, et donc, voilà, à ce titre-là, c'est vrai qu'on est sur la Seine et on pourrait se sentir un peu gardien de cette Seine. Mais ceci dit, même si on a cette situation géographique donc exceptionnelle et si on a une histoire politique aussi qui nous engage à inclure les droits de la nature, l'intégrer dans un programme de campagne, ça va pas de soi. Euh, je pense que Sophie et moi-même serions d'accord pour dire que les intégrer tels quels serait maladroit et nous ferait passer peut-être, ou en tout cas, on aurait beaucoup de personnes qui voudraient nous afficher comme voilà, des bobos écolos déconnectés de la réalité. Par exemple, hier au conseil municipal, euh, il y avait une délibération de la MGP qui donne des sous pour l'étude du site du baignade. Voilà, l'opposition vote contre. Donc, ils nous attendent un peu au tournant au niveau de ce qu'on pourrait vraiment appuyer de manière très évidente comme de l'écologie. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est en fait installer des marchepieds à partir desquels on pourra, si on est réélu, comme je l'espère, assez facilement arriver à peut-être, comme Paris, reconnaître la citoyenneté d'honneur de la biodiversité. Enfin, voilà, donc il y a plusieurs exemples. Mais c'est vrai que, donc on s'est dit avec Sophie, on était plutôt, oui, orange-rouge dans cette gradation que vous nous avez proposée. C'est vrai que certains projets ont été, enfin, si je parle du site de baignade, euh, ce projet-là a été porté plus par les élus que par les habitants, parce qu'il y avait donc une conjoncture politique régionale et nationale favorable, les JO bien sûr. Et donc, en période électorale, la tendance va être ouvrir des espaces d'échange et de réflexion sur des questions telles qu'un maximum d'habitants puissent se sentir concernés. Et c'est aussi mettre en valeur des projets qui sont portés par les habitants ou qui ont des conséquences positives directes sur leur vie. Voilà, donc moi, je vais plutôt... je me suis dit, il y avait quand même un peu deux sortes de communes, celles qui, comme nous, sont en lien avec un commun naturel en relation directe,
Et là, en l'occurrence, il y a la Seine. Et puis des communes dans lesquelles c'est un peu plus diffus, mais bon, on a vu le témoignage de Karine juste à Marseille, même si cette ville est très urbaine, voilà, il y a des espèces rares, il y a des friches, il y a des fleuves. Donc, il suffit d'essayer de les remettre. Et parfois, c'est pas la chose la plus évidente qui va être forcément la plus valorisée. Donc, on verra aussi quelles sont les contraintes. Et les contraintes sont souvent en termes de représentation. Et puis, on essaiera d'évoquer bien sûr des portes d'entrée. Euh, voilà. Et bien sûr, ce webinaire, ça nous permet de nous questionner sur la place du droit et du juridique dans la vie locale, comment les habitants peuvent s'en emparer, mais c'est aussi comment, il me semble qu'il y a un peu deux choses. Il y a le juridique, mais il y a aussi les usages qui me paraissent un peu la deuxième jambe pour pouvoir marcher vers un mode de vie et voilà, d'habitation d'un mode harmonieux entre humain et non humain. Voilà, j'ai introduit, je vous ai un peu raconté ce dont on avait parlé. Je passe la parole à Sophie. Alors, bonjour à tous et à toutes. Moi, je peux dire que l'île, c'est vraiment un territoire particulier. Un beau croissant sur la Seine de 7 km de long, 250 mètres de large, 300 mètres grand maximum. Donc, autant dire que c'est déjà un territoire assez particulier. Dessus, on a pour l'instant presque un quart de l'île qui est en zone Natura 2000. Et nous comptons bien tôt ou tard, même plutôt tôt, à la fin du mandat, arriver à 50% de végétalisation sur l'ensemble de l'île. Donc, quand je dis végétalisation, c'est-à-dire que c'est aussi bien les parcs, les squares, qu'on essaye de rendre le plus possible à la biodiversité, que les bords de Seine, la rive et le lien entre la terre et l'eau. Ça, c'est un point qui, pour moi, est absolument crucial. Donc, comment faire en sorte, effectivement, que chacun s'empare de ce lien, de cette vie qui naît de l'eau et de la terre, sachant que l'île, c'est un amas de gravats. On a finalement de l'humus que sur 20 cm d'épaisseur. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut faire. Donc, tout le travail de biodiversité, c'est un travail de longue haleine qui consiste à nourrir déjà la terre, à l'équilibrer et donc à redonner aussi la connaissance de ce terrain avec des personnes qui sont déjà habituées au terrain sec. Donc nous, on a quand même 85 nationalités sur l'île. On est 8800 habitants, hein, pour résumer, pour raconter un peu ce qu'est notre petit monde. Donc des personnes qui viennent déjà de terrains très secs dans le monde et qui connaissent déjà aussi des contraintes de ce type de terrain, et puis des scientifiques qui viennent intervenir aussi sur notre île pour nous permettre aussi d'analyser, de comprendre vers quoi nous pouvons aller. Donc, qu'est-ce qui nous importe aujourd'hui? On a une population euh, très paupérisée, entre guillemets. On est populaire au sens noble du terme, mais aussi paupérisé pour une bonne partie, ce qui veut dire que ce sont des personnes qui ont très peu de ressources, qui ont une grande envie de revenir vers la terre, vers ce que nous appellerions le commun, mais pour elle, qui est la source nourricière, en fait. Et c'est pareil pour les pêcheurs, quelque part, qui sont sur les bords de Seine et qui retournent à la Seine pour le contact à l'eau, pour le contact à l'au-delà, mais c'est aussi pour se sentir en lien avec la nature. Donc, si on parle, nous, d'écologie, si on parle des droits de la nature, si on parle du droit du fleuve, si on parle du droit de la rivière, si on parle de tout de ça, ça n'évoque pas grand-chose. Si on parle de la zone Natura 2000, si on parle de la réserve naturelle, on est classé quand même sur ce plan-là. Si on parle de tout ça, ça commence déjà à parler un tout petit peu. On a quand même fait une conférence où on a réuni pas mal de personnes pour parler un petit peu, faire une sensibilisation. Il y avait du monde, il y avait de la présence. Mais le milieu vraiment très populaire, c'est pas forcément eux, ces personnes-là qui vont se déplacer pour aller entendre les conférences. Donc, on travaille autrement. On travaille avec des ateliers maintenant, on essaye d'apporter les connaissances sur le terrain et de partager les connaissances, aussi bien de la connaissance des gens, des personnes, des différentes cultures, sur les plantes,
sur le sol, sur les outils, mais aussi les connaissances scientifiques. Donc, on essaye de concentrer tout ça sur différents lieux et d'avancer petit à petit sur l'île pour aller de plus en plus vers une appropriation du terrain, sachant que nous sommes sur des terrains aussi très pollués. Donc, c'est un enjeu absolument fondamental pour nous. C'est pour la terre, c'est aussi pour l'eau. Il y a plein de sujets. Donc, on a Céline va revenir dessus, mais on a aussi le plaisir, l'honneur d'avoir le petit bras de Seine qui, en fait, est maintenant complètement baignable. Donc, on continue le travail au niveau des rejets d'eau de toutes les évacuations pour essayer de renvoyer une eau la plus propre possible. Et on est vraiment sur cette voie. Mais c'est aussi sur l'ensemble de l'île, c'est de travailler sur cette approche de la nature. Comment est-ce qu'on réexploite tous les éléments, le broyat, les arbres, les plantes, les feuilles, enfin voilà. C'est toute une culture aussi qu'on essaye d'insuffler au niveau de l'île. Et la participation, moi, je pense qu'on va aller de plus en plus vers ces petits groupes de travail par quartier pour arriver petit à petit. Je pense que notre objectif, ce sera d'arriver à ce que j'appellerais, dans un premier temps, un parlement autour de la nature. Pourquoi un parlement de la nature? C'est pour permettre de poser les choses avec des mots, de raconter le vécu, de ce qui a été ressenti, de ce qui a été observé, quelle que soit la génération, quelles que soient les origines, quels que soient les milieux sociaux. Puisqu'on a ce sujet-là, nous, on essaye de rééquilibrer 60% de logements sociaux, on essaye de rééquilibrer en ce moment sur chacun de ces petits jardins pour avoir des habitants de toutes les origines sociales. Donc voilà, c'est pour ça qu'on irait dans un premier temps, vers un parlement. Et petit à petit, je pense, dans l'idéal, on pourrait atterrir à la notion de droit de la nature, sachant qu'on travaille de toute façon aussi, on ne travaille pas tout seul, on travaille aussi avec la communauté de communes. Donc nous sommes dans un EPT inclus. Il y a tout un service qui est ouvert complètement cette approche. Donc, quand on travaille un espace, un nouvel espace, on leur demande de travailler biodiversité avec un rythme aussi, en fait, un paysage, une couleur qui s'installe tout le long de l'île. C'est important aussi d'avoir une certaine richesse. C'est une population qui part pas forcément en vacances, donc il faut aussi apporter ce bien-être. On est milieu urbain et naturel, donc il faut essayer de trouver ce bel accord entre les deux. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi, à chaque fois, quand on travaille biodiversité, je leur demande aussi de travailler paysage. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je pourrais dire. Et je laisse Séverine parler de l'eau. Merci Sophie. Séverine, tu es toujours avec nous? Vous n'avez pas non plus encore parlé de Green Doc et des mobilisations qui existent sur le territoire. Je peux vais faire en parler. Voilà. Voilà, je Voilà. réapparais. Oui, je compte bien en parler. J'espère que j'ai beaucoup de choses à dire. En fait, j'espère que ça va pas être trop confus. Mais le petit, voilà, la passerelle que je vais prendre, c'est vrai que l'eau, à la fois, c'est quand même fou parce que il y a une énorme proportion d'habitants d'Île Saint-Denis qui voient la Seine de ses fenêtres. Donc, c'est un côté très concret, mais c'est aussi ce qui passe. Et c'est finalement ce qui devrait nous relier au bassin versant, l'amont, l'aval. Et ça, c'est un peu plus compliqué. On en parlait avec Sophie hier, on disait les habitants, il y a quelque chose qui est vraiment là au niveau du sensible. Et certes, l'eau, ça amène justement cet élément sensible, euh, ou la terre, hein, quand il s'agit de jardiner, de planter. Mais au niveau macro, il manque encore des éléments. Et en entendant plutôt vos présentations, je me disais aussi, mais tiens, ça, parce que parfois on comprend mieux ce qui se passe chez nous quand on regarde comment ça se passe ailleurs. Je sais que moi j'ai des amis euh, qui m'ont parlé du fleuve Niger, par exemple. Donc aussi de pouvoir peut-être se jumeler ou faire
des actions un peu en commune avec un fleuve qui est dans un des pays d'Afrique. Voilà, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Euh, au niveau de ces fameux sites de baignade, c'est quand même incroyable. Et voilà, j'y croyais pas trop à la base, hein, puisque moi j'ai suivi ce process depuis 2017, que ce qu'ils ont fait pour Paris, qui est énorme, eh ben, ils acceptent pour l'instant. On a l'impression, enfin, en tout cas dans le dernier copil d'hier matin, c'était le cas, d'essayer d'entreprendre autant d'efforts, et même les efforts pour que l'aval soit baignables seront plus importants que les efforts qu'ils ont fait en amont, c'est-à-dire sur la Marne. Donc, il y a cet effort-là, quand même, je dirais, au niveau de l'État, qui est pas modeste. Et après, comment ça peut intéresser les habitants de la commune? Alors moi, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est le côté droit, enfin le côté un peu basique, c'est-à-dire la baignade, ben, parfois elle sera autorisée, réglementée, encadrée, avec des surveillants, et parfois elle sera interdite. Et parfois ce sera à vos risques et périls. Et qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Donc comment on informe? Et je pense que c'est un premier pas aussi pour peut-être mettre les doigts dans le juridique. Et si je parle de risque, euh, en l'occurrence risque de noyade, il y a bien sûr les risques d'inondation qui est un sujet auquel assez facilement les habitants sont sensibles. Et voilà, j'ai commencé un petit peu avec une association à créer un petit groupe. Bon, il y a eu une balade urbaine sur les risques de crue et pouvoir responsabiliser des personnes qui créent peut-être une sorte de réserve citoyenne, mais enfin des personnes qui au départ sont plutôt pour arriver à, à savoir exactement quel comportement, quelle attitude avoir en temps de crue. Et, et de là, peut-être passer à aussi une connaissance du fleuve plus fine, plus pointue, et comment donc on arrive, et finalement, on arrive à s'intéresser aux droits de la nature et petit à petit les intégrer dans tous nos documents, que ce soit les PLU, PLUI, ce qui se fait aussi au niveau de l'intercommunalité. Et je ne sais plus si Sophie l'a dit, mais euh, alors, à Plenco, ils sont quand même très compétents et très sensibilisés. On travaille avec eux Il pour y a ça. aussi, bien sûr, la consultation publique. On a eu la chance d'avoir une consultation publique, enfin la chance, oui, heureusement, sur l'affaire Green Dock, qui est un entrepôt géant, un projet d'entrepôt géant porté par l'entreprise Goodman et Aropa Port, Aropa étant voilà, une organisation, Le Havre, Rouen, Paris, c'est un port en fait, hein, donc qui souhaite construire sur la Seine un entrepôt pour le faire rapide, 35 mètres de haut, 800 mètres de long, donc 2 stades de France, en face C'est d'un ça. parc Natura 2000, dans une petite pointe nord de l'île, qui est la seule zone non anthropique en aval de Paris, dans lequel il y a des espèces protégées. Donc, on a eu un avis euh, négatif de la haute autorité environnementale, ce qui est déjà une très bonne chose. Et là, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de contributions qui ont été, euh, qui ont été proposées par des habitants. Et il faudrait faire le travail, je pense, de savoir combien d'îlots dionysiens ont contribué, parce que là aussi, c'est, je pense, avoir une consultation publique sur un sujet, en l'occurrence le fleuve, les animaux, enfin, c'est pas que l'eau, hein, c'est évidemment la biodiversité, c'est la pollution de l'air, parce que ça veut dire beaucoup de camions. C'est quand même aussi un contexte assez favorable si on met tout ça un peu bout à bout, le site de baignade, la consultation publique, les risques de crue, pour avoir euh, un réel groupe qui se constitue. Et j'oublie une chose aussi, c'est l'installation dans le enfin, ce qu'on appelle le village des athlètes. Bon, j'espère qu'un jour ça sera juste un quartier, quoi. Euh, donc, qui est un nouveau quartier. Il y a 2 installations qui ont été construites, qui est un centre nautique et un centre artistique, un centre des arts vivants,
Et c'est le CNEAI qui va en avoir la gestion. Bon, au niveau du montage financier, c'est pas simple, mais en tout cas, ce CNEAI, eux, sont particulièrement, enfin, leur thématique, leur sujet, c'est vraiment le fleuve, en l'occurrence la Seine et les îles. Donc, voilà, on ne pouvait pas mieux tomber. Et eux, ils seraient très, très partants pour qu'il y ait, par exemple, la lecture des droits de la Seine qu'on avait faite à Épinay, qui se fasse en septembre, euh, lors de l'inauguration du CNEAI, sur les berges de Seine qui sont renaturées. Je pense j'ai un petit peu fait le tour. Oui. Si je peux juste terminer pour préciser quand même, le petit bras de Seine à la hauteur de Green-Dock, ce n'est que 75 mètres d'écart entre les deux. Donc effectivement, l'impact sur la zone Natura 2000 est absolument évident d'un bâtiment de ce type-là, quoi. Ouais. Mm. Donc, merci Sophie, merci Séverine. Donc, vous comprenez, pour les personnes donc, qui sont là dans le webinaire, il y a vraiment plusieurs contextes qui font que sur l'île Saint-Denis, en fait, il y a de très diverses manières d'aborder la question des droits de la nature à travers l'art et la culture, à travers aussi un projet. Un projet contre lequel eh bien, de nombreuses ONG, collectifs citoyens, habitants se sont aussi fédérés et où les droits de la nature ont émergé grâce au soulèvement de la Seine et grâce à divers collectifs. Et on voit comme ça un mélange un peu des genres, des angles d'attaque, comme quoi les droits de la nature peuvent aussi s'installer dans les esprits, faire bouger les mentalités avec des prismes très différents d'approche dans le territoire et aussi selon les contextes. Donc, c'est vraiment un territoire très intéressant. Vous l'avez très bien présenté, populaire, mais en lien avec la terre et avec l'eau, avec une très grande diversité culturelle. Moi, ça m'a beaucoup marqué l'exemple dont vous parliez. On pourra tout à fait penser à des jumelages entre fleuves, rivières, forêts ou les droits de la nature. On le fait bien entre communes, on l'a pas du tout marqué dans le guide. Et vous venez je crois, de nous donner une superbe idée. Il y avait dans le chat d'ailleurs quelqu'un qui disait au Niger, si vous voulez prendre des contacts, il y a des Ah, contacts à trop bien. prendre au Niger, au Nigeria aussi sur le fleuve Éthiopie. Il y a déjà une initiative sur les droits de la nature, sur le lac Albert aussi en Ouganda. Il y a une initiative sur les droits de la nature. Donc c'est une très très bonne manière de concevoir peut-être des futurs jumelages où les droits de la nature peuvent permettre aussi d'être un peu des liens entre des territoires qui reconnaissent les droits de la nature aujourd'hui et des futurs territoires qui ne demandent qu'à justement apprendre de ce qu'on fait d'autres communes dans le monde. Ça serait vraiment passionnant et on serait ravis de pouvoir encourager ça. Merci énormément pour Super. votre témoignage, c'était Oui. passionnant. Merci beaucoup. D'ailleurs, sur ce lien-là, si on peut faire un parallèle par rapport à la mobilisation populaire, à ce qu'il y a eu sur Paris avec la Convention citoyenne sur la Seine qui a eu lieu, alors malheureusement que sur Paris, pas sur toute la Seine, malgré ce qu'on milite au sein du collectif de rejoindre le village de Sources-Seine, donc les sources de la Seine jusqu'à l'estuaire en passant par toutes les villes, petites et grandes villes riveraines. Et donc, cette Convention citoyenne qui s'est réunie sur Paris eh bien, on a pu y intervenir, ça a pu intervenir, et ça a permis ensuite que les citoyens ont rendu un avis qui demande la reconnaissance des droits de la Seine et la création d'une entité chargée de défendre ces droits. Donc quelque chose quand même d'assez intéressant et motivant pour dire qu'il y a une véritable volonté populaire qui s'installe là-dessus et ça se fait émerger. L'émergence a réussi grâce aussi à ces mobilisations de conventions et là où on arrive à amener plusieurs citoyens à réfléchir sur le futur de la nature où ils se situent, de leur milieu. Donc, de leur voilà, milieu. absolument. Et donc, on va donner la parole à notre dernier grand témoin, Anthony Salomon. On redescend dans le sud de la France avec Anthony. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte, donc, du coup, les droits de la nature sont apparus sur ta commune et comment toi, tu l'utilises au niveau local pour faire avancer donc, la situation du village? Bonsoir à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ah, super. Écoute, alors par où commencer? Déjà un grand merci à Voix Illégale pour ce webinaire, ce partage d'expériences. Vous avez tous évoqué effectivement que c'était essentiel de croiser nos expériences et
et de revigorer un petit peu notre démocratie locale. C'est ce qu'on essaye de faire à notre petite échelle. Nous, on est dans un petit village du Haut-Pays grassois, avec la plus haute cascade du département des Alpes-Maritimes, qui est un site classé. On a 2 canyons et une rivière qui est labellisée sauvage, qui est l'une des rivières les mieux notées du label rivière sauvage par sa qualité environnementale. Donc, vous comprenez que nous, on n'est pas dans une volonté de renaturaliser, mais plutôt de protéger le naturel qui existe déjà et le vivant qui existe déjà. Et donc, on a eu une menace, effectivement, si on prend les choses sous le prisme de la cascade de Végué, une menace liée à des prélèvements excessifs au niveau des captages en eau qui sont juste au-dessus de la cascade. Et ces points de captage viennent distribuer en eau potable toute la vallée de l'Estéron où on se situe, jusque sur la rive droite du Var et la Côte d'Azur, donc jusqu'à Cannes-sur-Mer et les communes limitrophes de Nice. Donc il y a une consommation qui est très importante, qui a fait qu'il n'y avait plus du tout d'eau laissée à la cascade, un site qui a été pourtant témoin des études scientifiques qui ont montré qu'il y avait des invertébrés uniques au monde, avec aussi des espèces végétales et également géologiques comme le tuf, qui permettent d'avoir des micro-habitats exceptionnels. Et donc, on avait cette problématique du débit à laisser à cette cascade, puisqu'il y en avait zéro qui avait été laissé. Et donc, on s'est battu auprès du syndicat, auprès de la préfecture, auprès des élus locaux, des citoyens locaux, pour essayer de faire entendre le fait que ben, le grand cycle de l'eau était essentiel, qu'on ne doit pas voir les choses seulement sous le prisme du robinet et que c'est important de savoir qu'à chaque fois qu'on ouvre le robinet, derrière, ça impacte des milieux naturels et notamment notre cascade auquel les habitants sont très attachés et qui étaient alarmés de la voir disparaître comme cela. Et donc, on s'est vite rendu compte, et c'est pour ça qu'on se connaît, on s'est vite rendu compte que bah, le droit de l'environnement peut être parfois décoratif. Il peut y avoir des textes qui sont inscrits mais qui ne sont pas respectés. Et si on les respectait, déjà, on réglerait beaucoup de problèmes. Malheureusement, on voit que ça n'est pas. Et donc, on est obligé de se tourner vers des initiatives nouvelles parce qu'on voit qu'effectivement, l'État est très en retard dans la protection de ces milieux naturels. Et nous, en tant qu'élus locaux et sachant qu'on écoute nos citoyens qui sont directement concernés, ils voient les forêts dépérir, ils voient les rivières doucement perdre leur débit qu'ils connaissaient. Il n'y a plus de neige sur le sommet de nos montagnes. Donc, on vit et on subit effectivement les changements. Alors, il peut y avoir des effets négatifs, il peut y avoir aussi des effets plus positifs, mais ces bouleversements-là font qu'on doit se réadapter et trouver des solutions. Et donc, on doit essayer de faire en sorte que les règles du jeu soient partagées et, euh, et ça passe par nous, par une vraie dynamique de, des habitants. Et on essaie de nourrir une démocratie locale parce elle est menacée aujourd'hui, la démocratie locale, parce qu'on a beaucoup d'injonctions qui sont descendantes. Et derrière, c'est extrêmement important pour pouvoir corréler avec la réalité, de faire en sorte que les habitants puissent avoir réellement leur mot à dire et ils n'ont pas attendu des directives pour pouvoir agir et pour pouvoir être force de proposition. On a des agriculteurs qui le sont notamment et qui sont très innovants. Et on n'a pas que des modèles industriels. Donc nous, très concrètement, on a obtenu ce débit réservé à la cascade qui est loin d'être suffisant puisque voilà, on a encore des freins à ce niveau-là par rapport justement à l'alimentation en eau potable. Et nous, on dit qu'effectivement, si on diminue les consommations en eau qui sont multipliées par 10 parfois en été, et si on arrive à réparer les réseaux d'eau brute, c'est-à-dire les réseaux d'eau qui ne sont pas traités, hein, de l'eau non traitée, on arrivera à économiser cette eau si précieuse et faire en sorte que nos milieux naturels soient protégés. Donc ça implique vraiment de mobiliser les gens. Donc on a aussi des habitants, des associations qui sont mobilisées dans le secteur. Nous, très concrètement, de manière réglementaire, on a fait aussi des arrêtés qui ont fait des émules, hein, puisqu'on a fait un arrêté contre les parcs photovoltaïques qui viennent raser des forêts
et qui derrière détruisent des habitats et donc viennent aussi perturber l'hydrogéologie locale. Derrière, ça fait que plusieurs communes ont pris le pas partout en France. Donc ça, on voit aussi que parfois, ça peut être inspirant de travailler sur ces sujets-là. On avait fait un arrêté pesticides avec tout le mouvement qui avait été fait en France par rapport à ça, mais le Conseil d'État avait attaqué ces arrêtés-là. Donc on voit effectivement qu'il y a des gros freins parfois par rapport au bon sens. Et puis on a fait une délibération récemment contre un projet d'incinérateur en lieu et place des berges de l'Estéron, qui est donc une rivière, une rivière sauvage. Donc, on a fait aussi beaucoup de réunions autour de participation citoyenne sur des questions eau, forêt, sol, pour pas les décorréler. On a fait une fête de l'eau. Voilà, on a fait aussi des rencontres de parole. J'ai justement un second adjoint qui travaille sur les questions directement environnementales, donc qui est dédié spécifiquement à ça. Et j'en ai un autre qui travaille sur la culture et qui fait des rencontres de parole qui sont des rencontres de poésie qui font venir des poètes du monde entier. Et ça permet de croiser les regards et c'est très intéressant à chaque fois de les croiser. Et donc, on a travaillé sur l'aménagement forestier. Voilà, on a fait beaucoup d'actions sur divers sujets. Et pour nous, c'est fondamental de pouvoir répondre aux enjeux du dérèglement climatique et de faire en sorte que notre cadre de vie auquel nos habitants sont attachés puisse perdurer. Donc, ça passe effectivement par des cadres, des mouvements tels que vous initiez pour essayer justement de faire entendre quand ça peut parfois manquer, faire entendre justement cette défense de la nature. Et quand on est élu aussi, ça permet également dans les diverses instances de faire entendre la voix des territoires et d'essayer de faire en sorte que dans les schémas directeurs et dans tous les documents de gestion, on puisse amender, réfléchir et travailler sur sur des sujets qui sont en lien direct avec la réalité. Merci Anthony. Il y a une petite question pour vous dans le chat sur la taille de la commune, mais aussi est-ce que le point de départ de l'action était que la cascade ne coulait plus ou bien est-ce que vous aviez déjà initié des actions pour protéger la cascade avant? Alors, nous, on est une toute petite commune, pardon, de 104 habitants, donc grosse métropole hein, de la vallée de l'Estéron, mais avec des gros enjeux environnementaux, comme vous en êtes rendu compte. Et puis, non, on n'a pas attendu que la cascade soit vide pour initier des actions sur ces sujets-là. On est arrivé justement en 2020 à Aiglun en ayant conscience de tous ces enjeux, en essayant de faire bouger les lignes. On savait effectivement qu'il manquait un débit réservé, on savait que ça allait arriver. Et quand c'est arrivé, ça a permis d'accélérer aussi ces questions-là et d'essayer de sensibiliser le grand public parce que quand effectivement il n'y a plus d'eau, eh ben, au moins c'est quelque chose qui est apparent, qui est tangible et qui fait que derrière, on peut évoquer ces sujets-là. Mais on a aussi travaillé beaucoup sur les questions sanitaires, parce que protéger l'environnement, c'est protéger la santé, hein. On a mis en place des mesures de protection, enfin, de la qualité de l'eau qui s'est pris en charge par la commune. Et c'est aussi intéressant, vous parliez et François a réagi dans le chat, poésie et nature. Moi, je suis venue à Aiglun faire une petite conférence au moment de la fête de l'eau. Non, mais comme quoi, dans les collectivités, on peut organiser, quelle que soit la taille, hein, des fêtes de l'eau. Ça a permis de faire une table ronde où justement j'ai présenté les droits de la nature et ensuite cet habitant, mais qui est aussi professeur et un passionné de bachelor a lu des textes justement de Bachelard sur l'eau et c'était extraordinaire de voir justement ces échos entre droit de la nature et puis les textes de Bachelard. Et ensuite, les habitants se sont quand même, grâce à aussi un de vos autres acteurs du territoire, un camping du village, se sont réunis au camping pour écrire, voilà, spontanément, la déclaration des droits du Var, hein, il me semble. Et donc, c'est quand même très intéressant de voir qu'il faut quand même pas grand-chose
Alors, dans une petite commune, peut-être, en plus, ça aide aussi, hein, mais quand voilà, il y a déjà un terreau qui est là, une conscience qui est éveillée et des habitants qui sont motivés, il faut finalement pas grand-chose pour que eh bien, la commune vraiment commence à être pionnière de ces sujets-là au niveau local. Et quand on voit le contexte politique dans les villages autour, ça fait office de petit bastion de résistance déjà pour, euh, pour, euh, pour porter ces sujets-là et inspirer potentiellement d'autres listes, d'autres candidats aussi. Est-ce que vous espérez que du coup, il y ait d'autres listes, peut-être citoyennes, qui tentent de faire émerger ces sujets-là et qui sont, parce que en fait, vous êtes tous concernés dans la région par la question de l'eau et des autres sujets que vous avez abordés. Comment vous espérez aussi peut-être pouvoir convaincre d'autres de passer à l'action? Bah, ça passe par le collectif, l'intelligence collective, on y croit beaucoup. On a des villages qui sont tous différents et ces singularités sont extrêmement importantes à conserver parce que l'uniformisation, c'est sympa un temps, mais là, ça commence sincèrement à nous exaspérer. Donc, ces singularités font aussi toute la richesse. Et donc, on a des actions qui sont menées, hein. Donc, vous parliez du camping d'un village, pas d'une autre, hein, mais juste à côté, Roquestéran, qui est très, très moteur. Et puis, on a aussi une action d'une autre commune voisine, La Roque-en-Provence, qui a mené une action en faveur justement de l'eau avec l'agence de l'eau et un groupe d'animation. Et donc, ça inclut tous les habitants. Et derrière, ça permet de faire remonter tous leurs souhaits par rapport aux économies d'eau, par rapport à la gestion de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Il y a effectivement eu ce travail sur les droits du fleuve Var. En gros, ce qui est important, c'est que tout qui est, qui est de l'énergie, de la persévérance, c'est les deux mots que je choisirais. C'est franchement, faut persévérer et garder de l'énergie sur ces sujets-là parce qu'ils en valent la peine puisque c'est le cadre de vie de nos habitants et les habitants, ils savent très bien que ces cadres de vie peuvent être très vite menacés par des déséquilibres et donc ils sont attachés à ce cadre de vie. Nous, voilà, on est leur porte-parole et on l'oublie pas, on se représente pas nous-mêmes, on représente la voix de nos habitants. Et donc, c'est un gros travail toujours, c'est très long la démocratie participative. Moi, je suis quelqu'un d'assez énergique et d'assez impatient de nature, mais là, ça m'a vraiment appris à être patient et à travailler euh, à ce que chacun puisse écouter. Ça implique aussi d'avoir des cadres qui permettent de favoriser cette écoute et de favoriser aussi cette remontée qui permettent à chacun de prendre en main les enjeux, parce qu'aujourd'hui, on a des multiples syndicats, plus personne ne comprend rien à la gestion, et il faut revenir à de la simplicité et de la cohérence. Hmm. Mm. Oui. D'ailleurs, c'est aussi intéressant ce que vous avez pu faire aussi avec la réserve naturelle aussi qui est patron de la commune au sein de la communauté de communes. Donc voir aussi ce lien avec les aires protégées qui est aussi très intéressant. Et vous l'avez fait par l'intermédiaire d'une association qui a été créée, Aristé, Veilleur du vivant. Donc c'est vrai que nous on utilise le terme de gardien, mais veilleur est aussi intéressant dans cette optique de protéger, de représenter les intérêts des non-humains. Donc c'est quelque chose aussi qui se développe beaucoup et qu'on essaye de faire développer par les parcs et les réserves auxquelles les élus siègent aussi, donc Hmm. autre que la gouvernance de l'eau. Et des choses sont d'ailleurs faites, de très belles choses sont faites pour donner la voix à des autres humains. On l'a vu à Strasbourg avec une réserve qui a intégré donc par un processus de participation citoyenne grâce à la LPO la voix des oiseaux. Donc de voir tous ces systèmes qui sont créés à l'échelle locale pour essayer d'intégrer les droits de la nature. Oui. Et bon, donc sur Aiglun, en tout cas, on aura peut-être une réponse. Alors sur ce débit à réserver bientôt, c'est le premier territoire donc en France où il y a eu un recours déposé pour le droit à l'eau d'un milieu naturel. Un argumentaire ambitieux sur les droits de cette cascade à disposer de suffisamment d'eau pour maintenir la vie dans son bassin versant. Et donc, le tribunal administratif est saisi et j'espère qu'en 2026, on aura une réponse et pourquoi pas une première jurisprudence, du coup, intégrant les droits de la nature sur cet écosystème. Merci à tous nos témoins pour nous avoir voilà, permis justement
de donner à voir ce qui se passe en France et toute la richesse des propositions qui sont portées. On va passer rapidement à une présentation du guide et puis ensuite on vous laissera la parole justement pour aborder aussi par le biais des citoyennes et des citoyens, pas que des élus, des associations et d'autres, la voix de ceux qui veulent porter les droits de la nature, convaincre qu'il s'agit d'un levier pertinent pour agir et donc vous permettre de voir à l'échelle de vos territoires comment faire pour guider ou accompagner l'écriture des programmes municipaux. Parce que là, on va être en plein dedans pour ceux qui n'y sont pas encore. Les mois qui viennent, bah, ça va être la composition des listes. Alors là, c'est vraiment le côté le plus dur, mais aussi la composition du programme. Et on s'est dit, voilà, comment on aborde cette question-là, sachant pertinemment que tous les territoires ne sont pas prêts pour parler directement comme ça, de but en blanc des droits de la nature. On en a conscience avec Gaëlle, on est quand même souvent sur le terrain. On sait que, on sait que ça peut être un choc culturel immense pour certains et c'est pas le but dans le cadre de municipal, évidemment, de faire peur ou d'être en total décalage en fait avec la culture du territoire. Mais pour nous, les municipales, c'est quand même une fenêtre de tir pour commencer subtilement, avec prudence, avec délicatesse, à aborder ces questions-là et à voir comment eh ben, ça prend aussi au niveau du public. Parce qu'en fait, le moment des municipales, c'est vraiment aussi un moment de pédagogie où on peut aborder avec les citoyennes et les citoyens des situations dont on n'a pas l'habitude de pouvoir parler, de diffuser ses idées, son programme, mais c'est aussi un moment pour les citoyennes et les citoyens et pour les assos de se faire entendre des élus. Parce que c'est pas que à sens unique, c'est exactement le moment. Et puis des fois, d'ailleurs, on a des très bonnes surprises dans ce court moment en fait de campagne, c'est exactement les moments où les élus sont souvent réceptifs aussi aux demandes qui sont formulées par les gens, par les citoyennes et les citoyens et par les assos. Et ben, c'est dans ces moments-là un peu charnières que parfois on obtient des décisions un peu inespérées. Et donc, c'est aussi pour nous très important que du côté associatif et du côté de la société civile, vous puissiez porter ces sujets auprès de vos candidats et futurs élus, parce que c'est exactement le moment où on peut aussi mettre le pied dans la porte du programme des prochains mandats municipaux. Gaëlle, je te laisse présenter un peu les propositions. Oui, alors effectivement, de manière mince. Voilà, j'y suis. De manière assez rapide. Alors, le guide est beaucoup plus complet aussi par rapport à ça. On a essayé là de prendre vraiment 6 mesures assez phares. Donc, essayez déjà, bon, vous en avez parlé, hein, nos intervenants et intervenantes en ont parlé en fonction de où ils pensaient se situer. Mais c'est intéressant de voir effectivement que même si vous n'avez jamais entendu parler des droits de la nature, ou même si c'est pas un débat parce qu'il y a d'autres enjeux peut-être plus importants et prioritaires, on le voit aujourd'hui hein, à l'aune du changement climatique, il y a beaucoup de choses aussi qui font. Pour autant, il y a des possibilités d'amorcer la discussion dans ces sujets-là. On a parlé des instances participatives et on pense véritablement, et c'est le cœur aussi du projet de droit de la nature, de revenir à une forme de participation du public et de démocratie aussi directe pour amener les citoyens et les citoyennes, riverains, riveraines des milieux naturels à pouvoir se saisir de ces questions-là. Donc en échangeant là-dessus. Et bien évidemment, la première base, la première pierre là-dedans, c'est de former, de sensibiliser. Alors nous, on est là, bien évidemment. Alors on ne peut pas être partout, mais donc on a créé aussi un MOOC, une formation en ligne gratuite pour les droits de la nature, donc qui peut vous former sur les droits de la nature. On en est à la 2e session, la 3e débutera en début d'année 2026. Autour de mars, probablement. Autour de mars. Donc voilà, donc on lance ça et c'est vraiment pour donner accès à une majorité de personnes aux droits de la nature, comprendre ces enjeux. Et après, bien évidemment, on est là pour continuer avec vous si besoin. Après, effectivement, il est toujours possible d'aller plus loin. On a eu des exemples ici où, effectivement, des personnes sont allées plus loin, déjà d'une manière symbolique, pour inscrire les droits de la nature. Je vais pas revenir sur ce qui a été dit ou sur ce que j'ai pu dire au début, sur les déclarations, les vœux, les motions, les citoyennetés d'honneur, mais c'est quelque chose, certes, qui ne sont pas contraignants en droit, mais pour autant qui engagent ceux qui décident de partir en ce sens. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Et on a parlé un peu donc des réserves, de la gouvernance de l'eau. Et là-dessus, il y a véritablement quelque chose à faire parce que en tant qu'élus, vos élus, les élus, siègent aussi dans les syndicats en charge de l'eau, dans ces comités et donc apportent leur voix. C'est le cas par rapport au SCOT sur Bordeaux et dans aussi beaucoup d'autres exemples. Et après, effectivement,
la partie vraiment la plus aboutie qui puisse être faite, c'est d'intégrer véritablement les droits de la nature au sein donc, des politiques publiques, donc très concrètement, comme on a pu le dire aussi, au sein de documents de planification en particulier, mais aussi des décrets, des arrêtés. Enfin, il y a véritablement un pouvoir général hein, des maires donc en ce qui concerne l'environnement. Donc, il y a des choses à faire et donc c'est assez intéressant aussi. Et donc d'instaurer cette gouvernance. Donc, plusieurs choses ont été dites et on a proposé aussi plusieurs choses entre un défenseur des droits pour les droits de la nature, qui englobe aussi hein, les droits humains. Les deux ne sont bien évidemment pas dissociés, mais aussi un élu au sein du conseil qui pourrait porter cette voix-là et s'appuyer aussi sur une autre instance délibérative, un conseil citoyen pour parler de ces questions. Donc, un peu voilà la graduation qu'on a pu être faite et en fin de compte, on voit bien que à n'importe quel échelle, pardon, sur n'importe quel type de commune, on peut faire certaines choses et voir ensuite ce que ça donne en fonction des besoins aussi que vous avez. Je ne sais pas si tu veux compléter par rapport à ça, mais Moi, je pense qu'on peut passer aux questions et je pense ouais. enfin, j'espère que vous avez aussi téléchargé le guide pour nous faire vos retours. Euh, les personnes qui ont téléchargé le guide ou qui ont tenté de le faire, vous l'avez vu, il y a un formulaire. C'est pour qu'on puisse vous recontacter. Parce que pour nous, c'est important aussi de pouvoir vous accompagner si vous le souhaitez pour personnaliser vos propositions pour un programme, que vous soyez, encore une fois, enfin, de la société civile ou un futur candidat, parce que vous pouvez aussi parfaitement avoir, et je voyais des questions dans le chat à ce sujet, des questions en tant que comment est-ce qu'on vient nous, en tant que citoyens, tenter de faire bouger nos candidats sur ces questions-là, savoir ce qu'ils pensent de ces sujets-là, c'est très important. Et bien, évidemment, vous pouvez aller aux réunions publiques qui sont organisées dans le cadre de la campagne, voire envoyer directement un mail ou appeler vos élus. Dans de très nombreux cas, enfin, les élus donnent leur contact justement pour qu'on puisse entrer en discussion avec les équipes de campagne. Donc, n'hésitez pas en fait à les solliciter si vous avez besoin qu'on vous donne un coup de main là-dessus. Laissez-nous votre email, tout simplement notre adresse mail, sinon c'est très simple, c'est contact@wildlegal.eu. Et dites-nous évidemment si vous voulez rejoindre ce programme d'expérimentation des droits de la nature et aller plus loin encore. Encore une fois, on accompagne toutes sortes de structures, d'associations, de collectifs, d'élus de ville. Et donc pour nous, c'est aussi très intéressant de voir comment vous voulez amener le sujet à partir de votre situation de terrain et comment on peut faire pour le développer ensemble, ce sujet-là, à l'échelle de votre territoire. Donc je pense que c'est bien si on passe plutôt aux questions maintenant. Ouais. Et qu'on vous laisse la parole sur ce que vous rencontrez, vous, comme situation, et ce que vous avez encore comme question ouverte à ce stade. Est-ce que je peux ajouter un petit quelque chose? Oui, je t'en Il prie. me semble, il me semble qu'il y a une chose qui est vraiment fondamentale, qui est dans votre guide, c'est déjà parler, enfin, nous, de notre point de vue d'élu, c'est aborder la question sous le terme de la santé, santé des personnes, santé de la nature. Parce qu'on voit que c'est ça qui fait bouger, en fait, au moins dans nos milieux urbains et populaires, c'est ça qui fait bouger les gens. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment une manière très intéressante d'amener la question de la protection du vivant comme un commun, une forme de solidarité entre le milieu et les êtres et tous les êtres qui composent le milieu, qu'ils soient humains et autres qu'humains. Et donc, bah, comme dans le cadre justement de la cascade d'Aiglun, c'est une question aussi de solidarité entre les territoires, ceux à qui on prend l'eau, ceux qui voient l'eau disparaître. C'est une question de protection du cadre de vie. Et donc, il y a tout un tas de manières, en fait, d'amener ce sujet des droits de la nature. Et comme en France, on remarque quand même, en tout cas, on a une forte culture humaniste, parler avec les gens de la question des droits fondamentaux, bien, une fois on a amené ce sujet-là, on peut vraiment ouvrir ensuite à d'autres questions d'un point de vue philosophique et éthique qui sont en France vraiment une base intéressante de travail dans les territoires. On le voit, il y a un peu un effet déclic en fait des droits de la nature quand on commence à parler aux gens de leurs propres droits et de ce qu'ils enfin, constatent en fait comme menace directe pour eux ou pour leurs enfants. Là, on peut commencer à aborder la question de manière aussi plus large des droits de tous les autres et des solidarités évidentes qu'il y a en fait entre nos droits et les droits des autres humains. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez ouvrir votre micro normalement
Et donc, soit poser la question dans le chat et je la lirai, on répondra le mieux possible, soit carrément ouvrir votre micro et la poser vous-même directement. Alors, s'il y en a plein, en levant la main, mais sinon, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment dédié pour ça. Oui, les élus sont là pour répondre aussi Oui, il concrètement y à a vos les élus questions, qui sont là encore. sans Alors, il y a projeter. Oui. qui a la main levée? Rémi, Moi, je Rémi, viens. je vous en prie, Rémi. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour ces échanges. Oui, moi je fais partie d'une association et donc on voudrait interpeller pour améliorer la situation pour notre rivière, euh, parce que voilà, donc euh, elle est très appréciée, voilà, mais elle est sur une trajectoire inquiétante en termes de qualité écologique, de surfréquentation, etc. Et bon, en plus, elle est coupée en deux dans sa gestion. Et justement, c'est ma question que je voulais venir à ça. En fait, elle est sur 5 communes, cette rivière, sur une vingtaine de kilomètres, des communes très différentes, urbaines et rurales. Et donc, nous, du coup, on s'est dit, on va interpeller des candidats de 5 communes. C'est un peu ambitieux, mais c'est vraiment, enfin, voilà, des conseils que, notamment, y compris des élus, ou voilà, comment on pourrait procéder pour que ce soit efficace. On sait que on a déjà réussi un petit peu à faire en sorte qu'au moins certains s'en saisissent déjà, parce qu'on a pas mal milité contre un projet de surf park dont il a été question tout à l'heure. Et donc, du coup, on voit bien que certains commencent à prendre en compte, euh, à droite comme à gauche, j'allais dire, d'ailleurs, c'est intéressant. Mais voilà, comment on peut faire ça bien, en fait, sans que ce soit non plus euh, trop compliqué. J'ai apprécié la gradation qui est proposée par rapport au droit, voilà, de la nature, parce que c'est pas forcément évident, effectivement, d'emblée d'aller aussi loin. Voilà, mais voilà, quels conseils vous pouvez nous donner pour interpeller, y compris dans la forme? Sous quelle forme? Un questionnaire? Enfin voilà, comment on pourrait faire, quoi. Alors, on a mis à disposition plusieurs outils. Ça va de la pétition. Une pétition qui est vraiment, par exemple, on l'a fait sur la Garonne. On a déjà plus de 25 000 signatures sur Garonne, justement, pour demander la reconnaissance des droits de Garonne. Une pétition, ça permet de fédérer et de se compter. Ça permet à la fois un temps d'écriture collective, ce qui est intéressant parce que ça met autour de la table, enfin, vous pouvez vous rassembler, écrire autour d'une table un texte qui vous ressemble et le porter ensuite auprès des différents élus qui vous semblent voilà, nécessaire de convaincre. Donc, l'outil de la pétition, il n'est pas inintéressant dans ce contexte-là. Ça peut être une lettre ouverte, par exemple, envoyée à un journal local dans lequel vous pourriez à la fois, du coup, toucher d'autres personnes qui pourraient, du coup, venir compléter, renforcer en fait votre collectif contre ce projet, mais aussi et parce que quand on sort dans les médias, forcément ça a quand même du poids et ça a notamment au moment des élections, ça voilà, ça pousse aussi à une réaction publique puisqu'on voit bien dans les médias que du coup on attend une réaction. Le journaliste va peut-être même aller solliciter les élus concernés pour connaître leur position sur le sujet. Donc il y a pas mal d'outils comme ça dont on peut se servir. Nous on a fait donc sur la Seine, sur Garonne, sur aussi les lacs de Grigny-Viry-Châtillon, il y a un texte par exemple, et donc on peut évidemment vous fournir des trames. Vous pouvez aussi en profiter pour écrire la charte des droits ou la déclaration des droits de l'écosystème qui est concerné donc par le projet de Surf Park ou le territoire sur lequel vous êtes. Ça peut être aussi un temps qui peut être dédié du coup à une réunion publique dans laquelle vous conviez aussi potentiellement les élus qui sont concernés ou les acteurs tout en faisant un public mixte, par exemple avec des scientifiques, etc. Donc il y a des événements qui, dans le cadre justement des élections, permettent de sensibiliser, mais aussi du coup d'amener à une réponse publique et à un positionnement de la part des élus ou des candidats plutôt en l'occurrence. Donc ça peut être intéressant. Peut-être que du côté des élus, qu'est-ce que vous en pensez Je veux bien, Je je veux précise bien juste, répondre. Je ne sais pas comment lever la main. Parce je que, précise juste que en c'est fait, mais vraiment ce qu'on veut vraiment, faire, c'est, pardon. comme tu le dis, Marine, euh, c'est vraiment le bon moment pour interpeller les élus, les différentes listes. Et il ne faut pas hésiter parce que normalement, il y a beaucoup de réunions publiques. Et enfin, je sais que moi, mais je serais vraiment ravie qu'il y ait des citoyens qui viennent poser des questions d'écologie. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours les questions qui sont posées, ça va être plus des questions
de parking, je sais pas, de mobilité, d'emploi, des questions sur les écoles, les gardes d'enfants, etc. Voilà, mais je pense que c'est vraiment, il y a une ouverture où il y a une malléabilité, je dirais, des programmes, et toutes les listes ne sont pas citoyennes, mais je sais qu'à l'île-Saint-Denis, c'est pas juste poser des questions, c'est aussi vraiment, enfin, je pense que on est prêt là à adopter des suggestions. Donc, c'est vrai que c'est un super moment pour intervenir et, euh, et investir les réunions publiques vraiment sans réticence, quoi. Mm. Il y a dans le chat Jean-Marc qui parle du fleuve Charente. Jean-Marc, vous voulez prendre la parole peut-être pour un peu Mm. témoigner de ce que vous souhaitez faire, vous? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, ben, écoutez, le collectif, il existe depuis 1 an et demi. On a élaboré une charte, on a créé une association, l'association pour la défense des droits du fleuve Charente. On a tenu un séminaire il y a quelques semaines. On a pas mal travaillé sur l'aspect à la fois sensible de la Charente et puis sur tout simplement les moyens que l'on se donne de faire valoir les droits de la Charente dans toutes les institutions qui existent. Et effectivement, on a pris l'idée d'interpeller les candidats aux élections municipales comme un objectif premier dans les semaines qui arrivent. Et donc, on va faire un courrier. On pourra vous en donner un modèle, un courrier pour interpeller les listes, et elles sont nombreuses sur le cheminement de la Charente et sur le bassin versant, puisqu'on s'intéresse au bassin versant, pour demander deux choses à ces candidats. Un débat qui puisse avoir lieu en conseil municipal, en amont d'un conseil municipal ou organisé par la municipalité de la question des droits de la nature. Et on espère à cette occasion, par exemple, que Wild Nature puisse être présent ou au moins qu'on puisse faire part de tout ce que vous faites. Et puis, aller jusqu'à leur faire signer notre charte pour les droits du fleuve Charente, bien évidemment, et que l'idée, c'est d'aller vers, voilà, alors, certes avoir des gardiens et des gardiennes de la Charente, mais aussi essayer de créer un écosystème politique en parallèle de l'ETPB qui existe déjà. J'y pense d'ailleurs. On a publié il y a quelques mois à peine une note d'éclairage avec la Commission nationale du débat public sur la question des droits de la nature et des droits participatifs. Vous savez, les droits participatifs, c'est nos droits à nous en tant qu'humains d'être à la fois informés, mais aussi de participer à l'élaboration des décisions en matière environnementale. Et donc ça, c'était un grand pas en avant pour nous parce que ça alliait pour une fois la question des droits de la nature à la question qui est celle de la démocratie. Donc, c'est un petit ouvrage comme ça qui est en téléchargement libre sur le site de la CNDP. Je vais essayer de vous mettre le lien dans le chat, mais vous tapez droit de la nature, CNDP. Vous savez, la CNDP, c'est la Commission nationale du débat public. C'est l'autorité publique ou le service public du débat qui s'assure justement que nous, citoyens, citoyennes, nous ayons accès à ces informations et que nous puissions donner notre avis sur les grands projets, programmes qui touchent à la question environnementale en France. Et donc, je dis ça parce qu'en fait, dans cette note, il y a aussi des propositions sur comment intégrer justement la représentation du vivant dans la gouvernance et qui sont des propositions qui peuvent être parfaitement réplicables à l'échelle d'une commune. Parce qu'on a été nombreux à parler ici de conventions citoyennes, de parlements, d'assemblées autour de cours d'eau, de fleuves ou de forêts. Il faut une certaine méthodologie pour ça, évidemment. Et donc là-dedans, il y a des pistes. Il y a aussi d'autres territoires et d'autres acteurs qui ont mis en ligne des outils vraiment passionnants pour organiser ça, et notamment l'agence Vraiment Vraiment, qui est une agence aussi qui fait du design institutionnel. Ça paraît un peu bizarre comme ça, qu'est-ce que c'est? Ils ont mis en open source, c'est-à-dire à disponibilité du public, un outil qui s'appelle les micro-parlements du vivant,
et qui sont une manière justement un peu inspirée justement de Bruno Latour, de comment on fait émerger cette connaissance et cette cette montée en capacité en fait des citoyennes et des citoyens sur la question des besoins du vivant et comment on crée une méthode et des espaces de participation où on peut parler de micro-parlement, c'est-à-dire sur des questions données, comment on associe les citoyennes et les citoyens et on les investit de cette mission de se représenter eux-mêmes, mais aussi cette solidarité avec les autres vivants. Et donc vraiment, c'est des outils parfaitement accessibles qui sont disponibles parce qu'ils ont été développés en plus avec la Caisse des dépôts donc depuis les territoires et qui ont été mis en œuvre localement. C'est vraiment très intéressant de se servir aussi un petit peu de ce qui existe déjà et ensuite de le repenser dans son contexte et dans son territoire pour pouvoir voilà, repartir de votre situation et repenser des nouveaux modèles de participation du public parce que faut le dire aussi, parfois, quand ça coince à l'échelon du conseil municipal, ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut baisser les bras en tant que société civile. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en France, on voit fleurir un petit peu partout ces parlements de l'eau, de rivières, de fleuves. C'est parce qu'aussi, d'une certaine manière, les citoyens ont besoin, ont envie de recréer des espaces politiques dans lesquels ils se sentent de nouveau légitimes à prendre la parole, à s'investir de cette mission de défendre les intérêts du fleuve. Et donc, dans l'idéal, évidemment, il faut que ce monde politique et institutionnel laisse de la place à la société civile. Si ce n'est pas le cas, il faut que la société civile réussisse, mine de rien, à se faire entendre et à faire passer ses messages. Et donc, c'est important d'avoir à l'esprit aussi que toutes ces propositions politiques, c'est pas parce que, par exemple, elles ne gagnent pas les élections municipales en 2026 que pour autant, il faut baisser les bras. Moi, je pense qu'il faut avoir en tête aussi que le moment des élections municipales, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on fait émerger des idées, qu'on peut faire des listes citoyennes et que grâce à ces listes ou grâce à ces temps d'élaboration collective dans les villes et dans les villages, on peut aussi en fait préparer la suite d'actions collectives portées par la société civile à l'échelle des territoires. Et donc, c'est pas que un temps politique, c'est aussi un temps de réflexion collective autour de ce qu'on veut faire en tant que citoyennes et citoyens dans nos territoires. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur tout ça? Ou d'autres témoignages, d'autres propositions qu'on pourrait intégrer dans ces leviers pour agir sur les municipales? Je peux pas lever la main, alors si je peux juste intervenir. C'est vrai que quand on a des habitants ou des personnes qui viennent directement nous voir, ça change beaucoup parce que c'est vrai, les mails, tout ça, on en a beaucoup. Et donc, pour répondre à Monsieur Rémi Petit, s'ils sont un collectif et qui demandent un rendez-vous aux candidats à la mairie, derrière, en général, ils sont reçus et ça permet d'avoir directement l'élu en face de soi et de pouvoir argumenter, d'avoir une discussion et d'être identifié. Et ça permet aussi à l'élu de savoir qu'il y a une dynamique en ce sens et derrière de la prendre en compte. Il est obligé de la prendre en compte. C'était juste pour rebondir sur ce que j'ai pu entendre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ah, s'il y a une main levée. Opaline, je vous en prie. Oui, merci. Merci pour tous ces témoignages, ces ressources. C'est super inspirant. Moi, je fais pas partie d'une liste, mais je suis en lien avec des personnes qui sont en train de monter une liste dans une toute petite commune littorale qui est soumise au risque de submersion. Donc, c'est aussi un sujet très important dans le Morbihan à Gavre. Et en fait, je me demandais si parmi les élus qui sont présents et les citoyens, en fait, il y a une liste qui se monte, mais il y a de fortes chances pour que le maire actuel ou la liste actuelle se fasse élire. Et je me demandais s'il y avait des solutions. On lutte contre un petit projet de lotissement sur la dernière prairie sauvage de la Presqu'île.
Donc j'avais deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà eu des succès sur des projets qui sont sur des espaces naturels qui n'ont pas d'enjeux écologiques énormes et qui sont souvent, les lotissements sont souvent construits, sont des espaces, des anciens espaces agricoles. Et la deuxième question, c'est quand on a un maire qui refuse tout échange, c'est le cas actuellement, on a eu des insultes, etc. Est-ce qu'il y a des manières législatives, en fait, en tant que citoyen, de dénoncer ça? C'est une question pas évidente. Mm. Est-ce que quelqu'un veut y répondre? Je peux essayer, si vous voulez. Je vous en La, prie. la, la, la première chose, c'est de rencontrer. C'est-à-dire, après, faut mettre justement tous les documents d'urbanisme, ils doivent être accessibles. Si vous n'avez pas accès aux documents d'urbanisme ou aux documents de la mairie, il y a un problème. Parce qu'on se doit d'être transparent dans la gestion publique et on est au service de nos administrés. Donc, vous pouvez aussi saisir la CADA, qui est un organe qui permet justement d'avoir accès à ces documents. La première chose, c'est de savoir quelles sont les règles d'urbanisme, quelles sont les règles du jeu. Et une fois que vous connaissez bien ces règles du jeu, vous pouvez argumenter et les faire valoir auprès justement des personnes en gestion. Mais il faut essayer d'être toujours dans la construction. C'est-à-dire que souvent, quand on est dans le conflit, derrière, bon, parfois on n'a pas le choix. C'est mon cas de temps en temps, mais il faut être deux pour discuter. Mais il faut toujours essayer d'amener de manière constructive les choses pour avoir une chance que les choses avancent plus vite. Parce que sinon, on en vient à des démarches juridiques et ça prend parfois plus de temps. Donc le dialogue constitue aussi euh, bah, des groupes qui permettent justement de défendre ce droit. C'est-à-dire que si vous faites valoir ça, et de manière collective, c'est ce que j'appelle l'intelligence collective, vous allez forcément arriver aux conclusions les plus pertinentes. Et ces conclusions, elles vont être obligées d'être prises en compte par les autorités. Je sais pas si je réponds, mais Si, bah, je euh, pense que c'est intéressant justement d'avoir le point de vue d'un élu. Nous, on a aussi des situations. Moi, en vous écoutant, je pensais, alors c'est une zone humide dans les volcans d'Auvergne où il y a un projet extractif donc de mines, enfin de carrières plutôt au sein d'une belle zone humide, mais qui est bon, bah, peu valorisée en tout cas par certains élus, en tout cas pas autant valorisée que le potentiel économique de cette zone. Et c'est très intéressant parce que Nee, kijk even naar een video nu. Attendez, je finis. Et donc, il y a une question autour de comment on se réunit en tant que citoyen. Eux, c'est très impressionnant parce que du coup, ils ont commencé à vraiment me parler de cette biodiversité, de ce contexte local. Ils ont fait beaucoup de marches sur l'écosystème. Ils ont organisé des fêtes. Ils font venir des gens pour faire des conférences, des concerts, etc. Et en fait, ils ont vraiment investi cette zone de manière à faire en sorte que les citoyens se mêlent en fait du projet. Et aujourd'hui, alors même qu'il n'y a aucun permis qui est déposé, aucune demande qui est attribuée, il y a déjà un collectif de plus de 3000 habitants qui ont montré une solidarité et se sont opposés du coup au sein de ce collectif à ce projet. Donc c'est assez intéressant. Ils organisent, ça s'appelle la Nars de la Nouviale, donc vous pouvez regarder sur Internet, c'est très inspirant ce qu'ils ont fait parce que en faisant venir, voilà, en conjuguant les efforts des naturalistes, des animateurs nature, d'habitants et d'artistes, il y a vraiment un petit monde comme ça qui s'est créé. Nous, on était là cet été pour les soutenir aussi. Et ils veulent écrire maintenant la déclaration des droits de cet écosystème, justement pour passer un petit peu à la vitesse supérieure. Mais c'est très intéressant de voir comment le sujet peut prendre
simplement en étant présent sur le territoire et en organisant des choses, même de la connaissance de la biodiversité du quotidien, des choses qu'on n'a plus l'habitude de connaître ni d'observer, et donc d'être vraiment sur le terrain pour ne pas laisser la place en fait aux tractopelles, hein. Nous, on a gagné il y a quelques années sur une toute petite parcelle, une dent creuse à Paris, comme ça. Et ça me fait rire parce qu'en plus, c'était aussi pendant un moment bah, c'était juste avant les élections municipales. Anne Hidalgo se représentait à Paris pour le mandat qu'elle est en train de finir, donc. Et c'est une tout petit terrain en face du Père-Lachaise. Et en fait, ça tenait très à cœur des habitants parce que c'était un espace où peuvent jouer les enfants, pas une biodiversité extraordinaire, hein, mais tout simplement un espace de vie partagé aussi avec des lézards, des oiseaux, etc. Et en fait, il a suffi d'organiser une grande fête, d'ouvrir les cadenas, les portes et de faire de la musique avec les voisins. Et finalement, la mairie a changé d'avis et a compris que, bah, d'une part, ça allait faire des très mauvaises images d'envoyer les CRS sur des gens avec des guitares et des enfants qui faisaient voilà, la fête tous ensemble, et qu'il valait mieux abandonner cette idée de lotissement sur cette espèce de dent creuse où tous les citoyens s'étaient finalement investis de la mission de garder et de préserver cet écosystème. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi, ces moments un peu charnières, des 2, 3 mois avant les élections, ça peut être le moment d'avoir des belles victoires, en fait, pas si difficiles à arracher parce que bah, aucun élu n'a trop envie d'avoir une photo avec les gaz lacrymaux à ce moment-là. Et c'est aussi un beau moment où on peut organiser des festivités et réunir les citoyens autour de qu'est-ce qu'on veut faire, comment on se voit investir ce territoire, qu'est-ce qu'on veut porter comme projet collectif. Et il faut être, et ça je rejoins totalement Anthony là-dessus, c'est aussi être force de proposition et dire qu'est-ce qu'on veut en tant que citoyen et comment on se voit s'investir localement de la mission de penser le territoire avec les élus, avec la municipalité. Donc ça, mais on peut aussi en discuter si vous voulez, voir s'il y a des outils qu'on a déjà à notre disposition et qui pourraient vous aider aussi à vous mobiliser sur ce sujet-là, que ce soit, bah, comme je disais tout à l'heure, aussi des pétitions, des textes, des lettres ouvertes. C'est un peu le moment charnière pour organiser ça. Caroline, vous aviez une question. Oui, vous m'entendez là? Très bien. Oui. J'ai une question qui est liée à deux projets qui sont dans une zone de karst dans le sud de la France. Karst, donc c'est un gruyère dans lequel on trouve des eaux. Donc c'est des eaux souterraines. Donc la première question que j'avais, c'est est-ce que vous avez, ou des gens qui sont en ligne actuellement, des expériences sur ces zones karstiques? Parce il y a un gros problème actuellement, et surtout, donc ça c'est une première question. La deuxième, c'est on est dans l'urgence parce que, enfin bon, c'est des projets que moi j'ai découverts il y a un mois, et je suis en train de me gratter la tête de comment est-ce qu'on peut sortir de cette impasse. Le gouvernement voulant avancer à marche forcée pour faire réaliser deux projets, parce qu'ils ont promis dans le cadre du programme de résilience du département de faire des choses vite, et que ça fait déjà 2 ans que ça dure. Et de ce fait-là, il y a aussi des procédures administratives qui sont écourtées. On ne va pas faire d'études d'impact environnemental. On ne sait pas comment fonctionne le système ou pas très bien. Et on veut faire des choses qui sont un peu contradictoires dans la zone. Et donc, pour faire ça, on met sous pression les organisations qui doivent donner un accord pour faire ça. Et si elles n'acceptent pas, on va leur faire porter le chapeau en disant c'est votre faute si on n'a pas eu d'argent, etc. Et ils veulent pousser très vite parce qu'ils veulent obtenir des subventions européennes pour financer ce projet. Donc ma question c'est est-ce que faire une pétition pour au nom du karst, dire moi je suis le karst et je veux pas que je veux qu'on continue à me recharger avec des eaux de surface, je veux pas qu'on prenne trop d'eau pendant d'autres périodes.
est-ce qu'une pétition, ça va suffire pour retarder le processus? J'essaie de voir comment est-ce qu'on peut gagner du temps par rapport à cette pression qui est vraiment très forte. On n'en est pas arrivé à des menaces, mais presque, hein. Mm. Et alors, je crois que vous aviez une première question sur les eaux souterraines, et ça tombe bien parce qu'Anthony est la personne décidément vraiment clé pour cette question-là déjà. Et puis après, moi, je pourrais peut-être réagir sur le deuxième Ouais, de votre question. merci. Oui, madame. Alors déjà, vous n'êtes pas seul, hein, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Euh, euh, on- on- les, les eaux souterraines dans les milieux karstiques sont très peu prises en compte. Et normalement, il doit y avoir des périmètres de protection rapprochés, il y a des zones réglementaires, hein, qui sont en place. Malheureusement, on voit que bien souvent, les préfets font des dérogations contre les avis de certains services de l'État. Et donc, ça implique des injonctions contradictoires et donc on préserve, mais en même temps, on préserve pas. Au final, plus personne comprend rien. Et donc, il faut revenir à une certaine forme de cohérence. Donc là, la première chose, je ne sais pas c'est quoi, enfin, les deux projets que vous parlez, mais c'est en général, quand il y a des projets, effectivement, il faut une étude environnementale, un minimum. Il y a une enquête publique. Donc là, il faut être réactif en général parce que ça fait un peu très rapidement, elles sont pas toujours, la publicité est pas toujours ce qu'elle devrait être. Donc, il faut absolument être vigilant sur l'enquête publique. Et ensuite, effectivement, si tout ça, ça s'est fait un peu trop rapidement et sans la concertation des habitants, des citoyens, qui sont quand même, je le répète, hein, il faut jamais oublier ça. Les citoyens sont les premiers maillons de la République, hein. Donc, c'est constitutionnel, hein. Là, je parle sous couvert de Marine, C'est vrai. mais c'est quand même eux qui devraient avoir quand même leur mot à dire sur des projets qui sont proches d'eux. Donc, effectivement, un milieu karstique, c'est extrêmement fragile avec des gros enjeux. Donc, c'est tout à fait légitime que vous posiez la question et que vous mobilisiez sur le sujet. Et donc, il faut que vous ayez des réponses qui soient concrètes. Et si effectivement, vous ne les avez pas, les pétitions, les mobilisations, essayer d'agréger le maximum de personnes sur ces sujets-là en ayant bien travaillé sur les questions, permettront d'avoir des réponses. Et voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en connaissant peut-être plus précisément vos projets, je pourrais vous dire l'impact que ça peut avoir par rapport au milieu karstique. Mais nous, la cascade de Végué, c'est le point de résurgence de toutes les eaux karstiques d'un plateau qui s'appelle le plateau de Végué. Et ce qui se passe sur ce plateau-là peut venir impacter fortement les eaux et la qualité des eaux de la cascade et de l'eau potable parce que les parkings, elles doivent être équipés de débourbeurs déshuileurs, parce qu'il y a des huiles qui peuvent s'infiltrer. Il peut y Oui. avoir plein d'impacts, l'écrasement aussi de certaines failles. Enfin, c'est très fragile, c'est très complexe et ça nécessite du coup une grande vigilance. Mm. Ouais. Anthony, il me semble, et je crois, vous, en tant qu'élu, vous aviez réussi, du coup, grâce au syndicat local de gestion de l'eau, d'obtenir, enfin, vous aviez réussi à faire passer une demande d'études justement pour définir aussi le réseau hydrographique. Et je crois que ça a quand même été déterminant finalement ensuite, puisque sur les captages d'eau, c'était facile de nier l'impact des captages d'eau sur le réseau hydrographique, mais qu'en tant qu'élu, et parce que vous avez quand même relativement insisté, cette étude, c'était aussi une bonne manière de faire levier ensuite sur la décision du préfet. Donc, est-ce que ça pourrait être aussi quelque chose que Caroline, en tant que société civile, peut aller réclamer de la part de ses élus, des études complémentaires, Tout remonter à fait. aux syndicats dans lesquels il y a tous ces élus et essayer d'obtenir, du coup, même s'il n'y a pas d'études au cas par cas, j'imagine que le syndicat peut quand même diligenter des études qui pourraient servir dans un recours par la suite, par exemple. Ben, Tout à fait, des ouais. études, il y en a qui ont été faites et qui sont super sérieuses par le BRGM. C'est simplement qu'il y a encore des choses dont ils disent, eh ben, on ne sait pas.
Alors, les politiques ont dit, eh ben, on va quand même faire le projet et puis on va faire un monitoring de très près pour voir comment ça évolue et puis et vous verrez, ça ira bien. Hmm. En Ok. gros, c'est Si ça je le peux, message. si je peux me permettre, c'est vrai que Oui. les études, de toute façon, il faut toujours les engranger. Nous, on l'a vu sur Green Doc. Il y a une enquête publique qui a été finalement portée euh, sur le Green Doc. Au début, 15 jours, on a l'enquêtrice, voyant le nombre de réactions, a demandé un prolongement. Donc, on a eu un mois d'enquête publique. On a eu quand même 1700 contributions et certaines hyper argumentées. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu avant tout un travail avec les associations environnementales et autres, ou d'autres qui pouvaient être impliqués par le lieu, et les habitants, qui ont fait qu'en fait, il y a eu une grosse pression très rapide qui a beaucoup influencé aussi la suite de l'enquête publique. Hmm. Et donc, c'est une très bonne chose, effectivement, de prendre aussi le prétexte de ce contexte-là, d'urgence, pour fédérer et rassembler potentiellement aussi des associations, des citoyens autour de la question à la fois des connaissances du milieu et des études nécessaires, aussi pour faire tomber potentiellement par le biais d'un recours futur le projet. Et évidemment, pour vous, c'est une porte d'entrée pour parler des droits de ce milieu et d'amener du coup une réflexion autour de vous voyez bien que le droit en l'état, il suffit pas et que même alors qu'on sait qu'il y a des zones d'ombre, des choses dont on ne connaît pas justement les impacts sur le territoire, le droit actuel n'y fait pas suffisamment obstacle et ne permet pas en fait de prendre des décisions éclairées pour ce milieu. Donc il y a une manière en fait de l'amener aussi et puis comme un peu sur Green Doc, le fait qu'il y ait à la fois une urgence et un projet très concret contre lequel se mobiliser, c'est une bonne manière finalement aussi de fédérer autour de soi des acteurs de la société civile et évidemment des élus pour remonter ensuite potentiellement dans des instances supramunicipales comme les syndicats où on peut réclamer des études supplémentaires et sonner l'alerte pour remonter aussi potentiellement jusqu'au préfet et d'autres organisations, enfin d'autres échelons de l'État. Voilà. Et je dirais comme Anthony qu'il faut faire des études assez larges, assez étendues, puisque là, le problème de Green Dog, c'est qu'ils étudiaient juste la parcelle. Il y a une étude environnementale juste de la parcelle de Green Dog, sans inclure du tout l'environnement, donc la zone Natura 2000 et tout ce qu'il y a autour. Ouais. Et si je peux juste rajouter une chose, il faut toujours aussi avoir en conscience que c'est le projet qui doit s'adapter à son milieu naturel et c'est pas le milieu naturel qui doit s'adapter au projet. Nous, on a eu des projets sur la commune. On a fait faire des études environnementales et si l'étude environnementale nous dit là, c'est pas possible, on le fait pas. Point. Même si on a les financements, tout ça, c'est parce qu'il y a un enjeu et qu'on a placé cette protection et cette préservation de nos milieux comme étant la clé de voûte de notre, de notre construction collective. Mm. Donc, c'est important aussi Ouais. il peut y avoir des projets avec des études et tout, qui sont viables et intéressants d'intérêt généraux. Donc, il faut pas les condamner d'emblée. Mais par contre, il faut mettre en regard tous les enjeux environnementaux et l'impact que ça peut avoir. Et si ça en a un, ça veut dire que le projet doit se transformer. Mm. Merci beaucoup. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore en suspens dans le chat, par exemple, ou est-ce que vous souhaitez encore poser des questions? Parce qu'on arrive lentement, mais sûrement à 20h30. Mhm. Et donc, on va évidemment libérer à la fois nos grands témoins et puis vous aussi. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, vraiment, je vous invite évidemment à télécharger le petit manuel, enfin le guide, nous laisser du coup aussi votre adresse mail. Il y a une petite case qui prévoit si vous souhaitez qu'on vous recontacte, ce sera le cas après. On attendait ce petit webinaire pour faire plus ample connaissance avec vous, échanger déjà sur vos questions. Et si donc à la suite de ce webinaire, on reprendra contact avec les gens qui le souhaitent. Vous pouvez évidemment, et on compte vraiment sur vous, pour le faire circuler ce guide et cette page
pour les municipales 2026 parce que nous, on est une petite structure, on n'a que 6 ans, hein, donc on n'a pas non plus un réseau qui porte sur la France entière. On a absolument besoin en fait que vous soyez les relais des droits de la nature et de ces questions-là. Et donc c'est vraiment important pour nous que ça passe par vous aussi parce que c'est une manière pour nous eh bien, de savoir que ça va atterrir entre les bonnes mains, que ça va être relayé auprès de réseaux qui sont proches de ces idées-là, qui vont les porter aussi et respecter ces idées, qui vont se les approprier, les transformer à l'échelle du territoire. Nous, évidemment, on aimerait pouvoir suivre ces initiatives, les accompagner dans les années qui viennent, parce que, comme je disais, il y a tout l'enjeu que vous vous saisissiez de ces sujets-là en tant que société civile, que les candidats se saisissent de ces sujets-là et que nous, on puisse ensuite revenir vers tout le monde, même une fois que les municipales seront passées, parce que les listes qui n'auront pas été élues, mais qui ont envie de continuer à être mobilisées sur le terrain, eh ben, on aimerait pouvoir les accompagner, qu'elles rentrent dans notre programme d'expérimentation pour qu'on puisse maintenir ce lien et faire grandir le mouvement, quand bien même elles ne seraient pas au conseil municipal ou elles seraient dans l'opposition. Ça n'a aucune importance en réalité, parce que ce qu'il faut, c'est créer un mouvement, générer cette volonté de se saisir de ces sujets-là et qu'on en parle au niveau de nos territoires. On pense que c'est vraiment par le bas que va se déployer le mouvement des droits de la nature. C'est pour ça qu'on crée ces outils qui sont réplicables, qui vous permettent à vous, quelle que soit votre situation, de les adapter et de les porter. Et puis, évidemment, c'est super important pour nous aussi que pour celles et ceux qui auront été élus ou dont on sait que les candidats qui sont élus seront favorables aux droits de la nature, qu'on puisse déjà les avoir identifiés et qu'on ne perde pas de temps dès mars 2026 pour passer à l'action parce que parfois, il faut plusieurs années, par exemple, comme à Bordeaux, sur Bordeaux Métropole, depuis 2022, on a passé beaucoup, beaucoup de temps et ça n'a été pas forcément une évidence d'entrée de jeu. Mais donc, on sait qu'il nous faut du temps pour agir et donc on aimerait vraiment enclencher immédiatement cette dynamique dans les territoires où des listes citoyennes ou des élus favorables aux droits de la nature sont élus parce que on a absolument besoin en ce moment de bonnes nouvelles, de bonnes dynamiques et donc de faire grandir le mouvement. Et on le voit, Gaëlle, peut-être un petit mot là-dessus pour finir. Il y a aussi ça remonte ensuite, ce qui se passe dans les territoires remonte ensuite jusqu'à nos élus et nos parlementaires. Et donc ça, c'est quand même pas rien. Oui, oui, bien sûr. On voit qu'aujourd'hui, quelque chose qui est vraiment parti des territoires, hein, dans cette logique-là que tu as dit, Marine, eh bien, ça arrive aux oreilles de nos parlementaires, effectivement. Donc, Maxime Guéquer avait cité la sénatrice Monique de Marco qui a déposé une proposition de loi constitutionnelle pour modifier la charte de l'environnement et y intégrer les droits de la nature. Un autre député écolo a fait aussi une proposition pour amender le budget pour intégrer donc du financement à cette expérimentation des droits de la nature. Donc on voit que c'est quelque chose qui se développe bien évidemment en France, au niveau législatif, au niveau des territoires, mais aussi nos voisins, l'Espagne, mais d'autres pays européens aussi en parlent, hein, actuellement. Il y a l'Allemagne, il y a bien évidemment l'Irlande. Donc on voit que c'est quelque chose, on n'est pas tout seul. Il y a énormément de pays à l'international qui l'ont déjà fait, énormément de pays qui sont en train de le faire. Et je pense que dans les prochaines années, ça se fera. Ouais. Ça va devenir un sujet incontournable. Donc, forcément, ça passe par des dynamiques de territoire. Le mouvement des droits de la nature, il part jamais, en fait, des instances parlementaires. Ça passe toujours par les citoyens, par des petites collectivités ou des collectifs et des associations qui militent contre des grands projets et des gens qui ont envie de changer tout le modèle, mais donc qui ont besoin aussi pour ça que le droit leur donne les moyens de le faire. Et donc, évidemment, c'est aussi un appel à tous de se mobiliser autour de ces programmes des municipales qui se construisent en ce moment, qui vont continuer à se construire autour du mois de janvier, de février, et qu'il faudra absolument justement continuer à solliciter tous nos élus et nos candidats sur ces questions-là. Donc, n'hésitez pas à faire circuler à la fois le replay du webinaire qui sera disponible sur notre page YouTube, la page sur le guide, et puis parmi nos grands chantiers de l'année prochaine avec Gaëlle, c'est qu'on va continuer à construire la cartographie du mouvement des droits de la nature en France, une cartographie qui nous permettra en fait de mettre sur une carte toutes les initiatives qui existent en France, déjà pour donner une visibilité à
ces initiatives, montrer que c'est qu'on connaît une croissance exponentielle, qu'il y a de plus en plus de collectifs citoyens qui se montent autour de ce sujet des droits de la nature et de permettre à d'autres de rejoindre ces collectifs, de prendre contact avec eux et potentiellement, du coup, de les renforcer. Et donc, forcément, ça va aussi bénéficier à une dynamique municipale. Et en retour, cette dynamique municipale, on l'espère, elle va venir consolider le mouvement. Donc voilà, il y a tout un tas de chantiers en cours. 2026, ça va probablement être une année vraiment charnière. Et donc, on compte sur vous pour faire vivre le mouvement et on est heureux si vous nous écrivez et qu'on continue ces échanges par mail, par téléphone, par visio dans les semaines et les mois qui viennent. Je vous remercie énormément beaucoup. pour votre participation et je vous souhaite une très bonne soirée. Très bonne soirée. Bien, merci. Et nous allons continuer. Merci beaucoup. Bonne Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée.